Moi, quand je sors le tracteur, c'est Pharaon qui sort avec 1200 esclaves hébreux derrière lui. Donc oui, la dernière goutte de pétrole, c'est pour le tracteur. Je me suis rendu compte que finalement, l'agriculture était le moyen le plus vertueux de stocker du carbone. Le teasing qu'il vient de te faire là, mon gars. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Farm Tour. J'avais complètement oublié de tourner l'intro le jour du tournage, c'est pour ça que je vous la fais maintenant. Vous allez découvrir les Gâtines Rouges, c'est la ferme de Philippe et Brenda. On n'est pas loin de Chartres. Et là, attention les amis, vous allez découvrir un changement radical de vie, quelques années seulement avant de prendre leur retraite. Ce couple a récupéré une ferme en conventionnel, ils ont passé full bio du jour au lendemain. En plus, ils ont des techniques pour stocker pas mal de carbone. Je vous laisse découvrir tout ça, bon visionnage. Comment ça va? Mais bien, Nicolas, très bien. C'est important de savoir si ça va bien. Ça va d'autant mieux que Philippe, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Ouais, et puis il ne pleut pas. Pas encore. C'est Oh, extraordinaire. non. C'est toujours très agréable d'accueillir du monde. Ça Ben fait nous, une on joie, se c'est sent une merveilleusement énergie. bien accueillis C'est en plus. vraiment Donc, très sympa ça. On est tous et toutes ravis. Alors ici, vous faites du maraîchage, vous faites de la grande culture. Il y a également eu des animaux. Je dis également eu parce que récemment, ça s'est arrêté. Tu vas avoir l'occasion de nous en parler, Philippe. Est-ce que déjà, l'un et l'autre, vous êtes issus du monde agricole ou non? Alors là, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. Nous sommes des nimas purs et durs, Ok. non issus du milieu agricole. Est-ce que vous êtes convertis au monde agricole ensemble, l'un séparément de l'autre? Comment ça s'est passé? Bah, peut-être raconte un peu comment on est arrivé ici. Ah, mais moi, je veux savoir avant. Ah, tu veux savoir toute notre vie Bien avant, sûr. avant la Terre? Avant la Terre, exactement. Bon, ben, ok, avant la Terre, il y avait le fer, pour ce qui me concerne. J'ai fait l'essentiel de ma carrière dans la grande industrie. Mais avant ça, est-ce que tu as grandi en région de Chartres? Alors là, non. On est, comme on dit dans la région ici, des accourus. Donc, mais on est arrivé ici qu'à partir de 2011. D'accord. Tu as grandi où? Moi, je suis belge. J'ai grandi essentiellement en Belgique. D'accord. D'un père militaire, donc on a beaucoup voyagé. Donc, Ok. États-Unis, Allemagne, Belgique. Voilà. Et je suis né au Congo belge. Ok. Donc au sud de l'équateur. Moi j'ai une formation d'ingénieur chimiste. J'ai travaillé dans l'industrie du gaz, du pétrole. Ensuite j'ai rencontré Brenda. On s'est mariés, moi j'avais déjà 35 ans. Ah oui. Oui, donc assez tard. On a 4 super beaux enfants dont on est très fiers. 4 en 5 ans. Et 4 en 5 ans. Ah oui. Il fallait... Bah oui, comme on s'est mariés tard, on a un peu poussé sur l'accélérateur. Bah, les choses se sont faites, on a été comblés. Ensuite, on a déménagé à Reims, en région champenoise, où j'ai repris des petites entreprises familiales dans les industries connexes au champagne. Qu'est-ce que c'est les industries connexes au champagne? Bah, c'est tout ce qui permet de faire le champagne, c'est-à-dire embouteillage, toutes les machines de palettisation, d'encaissage, les machines pour laver les bouteilles, Pose pour de les l'étiquette. poser les bouchons, les muselets, les étiquettes, les contre-étiquettes, capsules, collerettes, j'en passe. Les palettes même, il y a une boîte de palettes et de caisses palettes et pupitres de remuage, là, un peu les images d'Épinal du champagne avec les pupitres, là, tu sais, on remue les bouteilles pour faire tomber le sédiment dans le boulot. Et donc, il y avait 3 sociétés. Le dirigeant venait de mourir. Et donc, je te passe les détails, mais c'était à moitié familial comme reprise. Et voilà. Et donc, j'ai fait ça pendant 5 ans presque. Ok. Mais attends, tu avais quel âge? Parce que tu dis vous êtes rencontrés, tu avais 45. non, vous êtes mariés, tu avais 35 ans. 35 ans, ouais. Mais ça, où tu le fais à quel âge, cette reprise de 40 boîte? Cette reprise-là, 40 ans, ouais. Ouais, 40 ans. Donc tu fais ça de 40 à 45 ans. Et puis après, j'ai eu une période où j'ai étudié plusieurs reprises d'entreprise, dont une qui a failli se conclure, mais que je n'ai pas fait finalement, j'ai eu raison. Et puis j'ai été chassé, comme on dit, pour Alstom. Donc c'était le patron d'Alstom Power, la division énergie, qui cherchait quelqu'un pour mettre en œuvre une stratégie carbone pour la division énergie. Qu'est-ce que tu appelles une stratégie carbone? L'idée, c'était que Alstom vendait des équipements énergétiques, donc pour produire de l'électricité, donc clé en main des centrales à charbon, des centrales à gaz. Ils étaient leaders sur l'hydraulique, la partie conventionnelle du nucléaire, c'est-à-dire la grande turbine à Rabel qu'on met derrière les centrales nucléaires. Et ils souhaitaient avoir une stratégie pour diminuer les émissions de CO2, en tout cas pour les centrales qui brûlaient des énergies fossiles.
Donc j'ai été embauché pour ça, pour mettre en place cette stratégie. Donc il y avait des aspects R&D, puisqu'on a coordonné, si tu veux, l'ensemble de développement pour réduire ces émissions de CO2. Donc il y avait toute une partie R&D. Il y avait une partie aussi affaires extérieures, lobbying. Alstom a beaucoup fait de lobby pour obtenir un prix sur le carbone. Donc on était convaincus que c'est seulement avec un prix du CO2 en tant qu'externalité négative de production d'électricité qu'on allait pouvoir avoir ce qu'il fallait comme moyen et comme marché pour développer des solutions pour enlever ce carbone. Et puis on avait toute cette partie marketing commercial pour un peu organiser notre offre commerciale et le développement de nos produits sur les 3 axes qui étaient amélioration de l'efficacité énergétique des centrales, parce que plus c'est efficace énergétiquement, plus on fait des kilowatts, moins on émet de CO2. Les énergies renouvelables, et Alstom a fait l'acquisition d'une branche éolienne, a redéveloppé la géothermie qui était un peu en sommeil, et également des chaudières solaires. Donc on a un peu augmenté l'offre au niveau énergie renouvelable. Et puis, on a également eu un axe de captage et stockage du dioxyde de carbone. Derrière les centrales, on a mis des installations, on a fait des pilotes énormes. C'était un programme à plus d'1 milliard d'euros avec des partenaires EDF, Total en France, mais aussi American Electric aux États-Unis, Duke Energy, vraiment des grands Enel en Italie, Vattenfall en Allemagne. Enfin, tous ces partenaires-là nous ont ouvert les portes pour mettre des grands pilotes pour tester cette technologie qui fonctionne, mais qui aujourd'hui n'est pas déployée parce qu'il n'y a pas de prix sur le carbone. Le prix du CO2, ça se traîne. Il faudrait qu'on ait 100 € la tonne, mais on est loin de là. Alors là, Philippe et Brenda, je suis désolé parce que je ne savais pas que j'allais tomber sur un ingénieur spécialisé de l'énergie. Et c'est quand même, moi je parle d'écologie depuis plus de 10 ans sur YouTube, donc maintenant je parle essentiellement d'agriculture. Mais là, évidemment, j'ai envie de creuser le sujet. C'était pas prévu, mais j'ai envie de le creuser, évidemment. Il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit. Allez, j'en lance déjà 3 et puis après on avancera un peu plus sur le monde agricole. Puis peut-être que j'aurai envie d'en poser encore d'autres, je ne sais pas. Mais déjà, comment ça se fait? Là, tu avais bossé pendant 5-6 ans dans le monde du champagne. On vient quand même te chercher pour penser à une stratégie carbone. Première question, pourquoi toi? Et quelque chose que je trouve assez intéressant à vulgariser, c'est qu'on dit souvent, à assez juste titre, que l'énergie nucléaire est la moins carbonée. Mais tu viens d'expliquer que ça émet du carbone. Donc, est-ce qu'on peut expliquer comment l'énergie nucléaire est émettrice de carbone? Et dernière question, tu parles de stockage de CO2. Est-ce que tu parles des gens qui essayent de prendre le CO2 de l'atmosphère pour le planquer dans le sol, comme j'en parle dans le spectacle, ou simplement des émissions de CO2 à la sortie des centrales de charbon? Voilà, 3 questions, je te laisse te démerder. Bon, première question, comment j'en suis arrivé là? En fait, le patron d'Alstom Power à l'époque, Philippe Joubert, cherchait une sorte de mouton à 5 pattes qui devait être surtout pas un ingénieur issu des grandes écoles françaises, quelqu'un avec un profil entrepreneurial, quelqu'un de polyglotte, quelqu'un connaissant les technologies qui permettaient de capter le CO2 et pas forcément français non plus, la personne. Donc c'est un profil quand même assez compliqué et donc le chasseur de tête a mis du temps à trouver et en fait je coche toutes ces cases-là. J'ai compris pourquoi il ne voulait pas d'ingénieurs issus des écoles françaises, parce que chez Alstom, il y avait des grands courants technologiques. Ils ne voulaient pas non plus de Suisse, parce Alstom avait également racheté ABB, donc il y avait aussi une pensée technologique suisse. Ils voulaient quelqu'un d'extérieur pour un peu essayer d'équilibrer les choses, avoir une vue un peu neutre. Et puis, question entrepreneuriat, etc., il fallait être entrepreneur à l'intérieur de la boîte. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'était un comité de suivi de toutes les technologies qu'Alstom développait, pour en choisir certaines, en arrêter d'autres. Et donc ça, c'était un comité où moi j'étais le secrétaire, mais les décisions se prenaient au niveau du patron Power, donc de Philippe Joubert et de ses lieutenants directs, qui eux étaient en charge des divisions qui développaient les technologies. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à faire ce métier-là, parce que je viens de l'oil and gas, qui a, si tu veux, développé toutes ces techniques de captage du CO2. Pour d'autres raisons, c'est pour les enlever des fluides qui sont des polluants, de catalyseurs et tout dans l'industrie chimique. Donc je connais bien tous ces procédés-là. Donc c'est comme ça que je suis arrivé chez Alstom. La deuxième question était les émissions de carbone des centrales. Des centrales nucléaires. Bon, au niveau émissions de carbone, au kilowatt produit, le nucléaire est clairement gagnant. Enfin, il n'y a pas d'émissions directes, on ne brûle pas d'énergie fossile. Par contre, on en brûle en amont. Le ciment qui construit les centrales
l'acier, etc. Peut-être un peu pour transporter l'uranium, c'est anecdotique au regard de l'énergie produite. Mais bon, en puissance installée par rapport au béton qu'on utilise, ça reste aussi gagnant. Si on compare à une éolienne, vous avez un socle en béton absolument énorme pour juste 3 ou 5 mégawatts de puissance dégagée. Donc il faut regarder tous ces rapports-là. On avait mis en place une série de petits ratios simples pour voir par tonne de CO2 émise en face quelles sont les tonnes d'acier et de béton qu'on doit mettre pour réduire des émissions, mais le nucléaire est gagnant. Mais alors du coup, comment toi, on te demandait de réduire ces émissions carbone sur une énergie qui est déjà la moins carbonée? Ah, mais sur le nucléaire, c'est très difficile de réduire les émissions carbonées. Il faut regarder la chaîne de fabrication du ciment, du béton, etc. Et les transports, on peut réduire à la marge. Mais on ne m'a pas demandé de réduire spécifiquement là-dessus. Une manière de réduire, c'est d'augmenter l'efficacité des turbines. Plus elles sont efficaces, plus vous allez produire du kilowatt pour la même installation. Et donc, mécaniquement, on réduit les émissions. Mais moi, j'étais embauché pour réduire les émissions sur les centrales charbon et les centrales au gaz. Et là, vous avez plusieurs technologies possibles qu'on a explorées. L'idée, c'est de capter ce CO2, de le comprimer et de le stocker. Donc, on a là une source de carbone qui est très concentrée dans la cheminée de ces centrales charbon. Donc, on peut la concentrer encore plus en brûlant le charbon avec de l'oxygène pur. Et donc là, on n'a que du CO2 plus des impuretés. Il suffit de laver ces fumées et on a un flux de CO2 pur qu'on peut comprimer et stocker. Le stockage se faisant géologiquement. Je ne sais pas si tu connais, tu as déjà entendu parler de... On a très envie que tu nous en parles. De CCS, c'est Carbon Capture and Storage. Hein. Et donc on comprime, le CO2 devient liquide, enfin, c'est une sorte de gaz visqueux, presque liquide. Et on peut injecter ça dans des salifères profonds. C'est des endroits où la mer était présente il y a des millions d'années. Donc vous avez des zones d'eau salée où on peut injecter ce CO2 qui va se dissoudre évidemment dans le sel et refaire des carbonates dans le fond du sol et être stocké de façon perpétuelle. Des carbonates qui sont les prémices des énergies fossiles? Les carbonates, eux, c'est des minéraux. Du marbre, c'est un carbonate. D'accord. Voilà. Avec ça, on ne peut plus rien faire. Ok. Non, si ton rêve, des palais peut-être. Si ton rêve, c'est de débrûler le CO2, il y en a beaucoup qui pensent à ça. Non, c'est pas possible. D'accord. Parce que le CO2, le dioxyde de carbone, est une molécule extrêmement stable. Donc il faut une énergie folle pour la casser, pour refaire du CO et de l'hydrogène, enfin avec des tas de procédés. Donc non, on ne peut pas débrûler le CO2 ou s'en servir de nouveau comme énergie. Là, c'est du carbone qui a donné tout ce qu'il pouvait en s'attachant à l'oxygène de l'air. Et à ce moment-là, quand ça devient du carbonate, est-ce que le carbonate, c'est un matériau qui est polluant? Est-ce que ce processus de carbonatation, je ne sais pas si ça se dit, est polluant? Non, pas du tout. Non. Un carbonate, c'est de la craie, c'est du minéral. D'accord. Pas du tout polluant. L'injection non plus? L'injection non plus, il y a eu plein de tests qui ont été faits. Et là, il y a une expérience énorme. On fait des fissurations pour récupérer du gaz, de roches, etc. On injecte des liquides, là, pour le coup, carrément polluants, pour pouvoir pousser plus de pétrole, plus de gaz hors de puits. Donc, il y a une expérience folle sur tout ce qui est injection d'un tas de trucs. Là, le CO2, je veux dire, on en respire, là. On en émet nous-mêmes. C'est pas polluant, le CO2 en lui-même. C'est pas un gaz polluant. Et donc, si on le met dans le fond du sol, dans un aquifère salin, on crée un minéral qui n'est pas polluant. Donc, on a, voilà. Et donc, tu bosses pendant combien de temps chez Alstom à fabriquer du carbonate pas polluant? Je bosse chez Alstom de 2006 à 2015. À 2015? 2015, hola. Oui, parce qu'il me semble qu'ici, c'est depuis 2011. Oui, exactement. Ah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2015? On a eu General Electric qui a racheté toute la division énergie d'Alstom. Ça a été un scandale monumental. On a vécu ça de l'intérieur, mais c'est encore toute une histoire. Là, on ne va pas tenir en une heure si je dois te raconter tout ça. Mais bon, c'était... Dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes, c'était une prédation industrielle organisée par General Electric, les Américains et les droits et cette juridiction extraterritoriale qu'ils se sont octroyés. Et donc, ils ont poursuivi Alstom, mis une amende et étranglé Alstom à un point tel qu'il n'y avait plus d'autre solution que de vendre la partie énergie à General Electric, qui est arrivé comme un sauveur pour Alstom, qui a coulé la boîte, hein, parce que ça a été un désastre industriel, ça. Ils ont racheté quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Alstom était un fabricant d'usines clé en main, avec une excellence clé en main. General Electric a une excellence produit. Pas du tout la même chose au niveau organisation, au niveau marketing, au niveau technique, au niveau management. Ils n'ont pas compris ça.
D'ailleurs, l'action de General Electric s'est complètement écroulée en 2 ans après le rachat d'Alstom. Et puis, il y a eu je ne sais combien de personnes qui ont perdu, en milliers, hein, en dizaines de milliers, qui ont perdu leur emploi suite à ça. Donc, bon, c'était assez dramatique. Plus des technologies clés pour la France qui sont parties dans des mains américaines, notamment les turbines pour nos centrales nucléaires. Et les turbines qui font tourner nos porte-avions, nos sous-marins. Donc, voilà. Donc ça, c'est en 2015. Ça, c'est 2015. Donc j'ai perdu mon job à ce moment-là. Tout le management d'Alstom a été mis à la porte. Mais ça a pris 1 an pour faire le plan social. Mais moi, j'ai plus de job à partir de 2015. Donc au lieu de tourner dans les couloirs, je me suis penché sur la question agricole. Puisqu'en fait, 2015 aussi, grand événement, sort l'encyclique du pape François. Laudato si. Toi qui étais écologue ou écologiste, tu devrais avoir lu ça. Tu l'as lu? Ouais, je le connais par cœur. Donne-moi une page, je te la cite. Mais c'est vrai, non, j'en ai entendu parler, évidemment. Ouais, tu ferais bien. Il faudrait le lire. Non, franchement. Et cette lecture. Mais je crois qu'en plus, même, je l'ai acheté. Elle est préfacée, la version française est préfacée par Philippe Joubert. Ah oui? Ah oui. Parce que là, de tous les patrons que j'ai eus, lui était carrément engagé au niveau écologique. Hein. Il l'est toujours. Et il l'est toujours. Oui, donc il a quitté Alstom et puis il est à fond. Il fait quoi maintenant? Il fait un lobbying à titre personnel pour toutes les grandes entreprises parce qu'il a la crédibilité d'un grand patron pour leur dire attendez, c'est votre survie qui est en jeu si la planète se réchauffe. Hein, donc il faut faire le nécessaire. Et lui, sa cible, son cœur de cible, c'est les grands dirigeants des grandes entreprises au niveau mondial. Donc il y a vraiment une action, lui, il n'arrête pas. Il court le monde. C'est dommage qu'il n'ait pas de ferme parce qu'à l'occasion, j'aurais pu l'interviewer. Il est venu ici parce que le captage du CO2, moi, je continue ici. Oui. Ça, on aura le temps d'en rediscuter, Alors, évidemment. on va en discuter parce que là, j'ai découvert un truc énorme. Là, hein. Oh là, le teasing. Oui. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Philippe va vous apprendre comment stocker du CO2 à la ferme. Où est-ce que j'en Donc étais, 2015, tu te dis, au lieu de errer dans les couloirs, je vais me pencher sur la question du monde agricole. Voilà. Et là, Brenda va nous raconter comment on est dans cette ferme. Du coup, Brenda, toi, tu es née où? Tu as grandi où? Alors, moi, je suis née à Paris, à Neuilly. J'ai vécu tout le temps à Paris, sauf 5 ans à Reims avec Philippe. Mais c'est vrai que cette ferme appartenait à mes grands-parents et ensuite à une de mes tantes. Donc pas issu du monde agricole, mais quand même, la ferme appartenait à tes grands-parents. Oui, tes parents, ils faisaient quoi? Ah non, mes parents n'étaient pas du tout dans l'agriculture. Mon père était journaliste et dans les organismes internationaux. Mais bon, ça n'avait rien à voir. Et ma mère était femme au foyer, donc elle n'a pas travaillé, s'est occupée de ses enfants. Mais donc cette ferme, il y avait un exploitant, un agriculteur qui faisait le travail ici. Et ma tante s'y est installée, mais pas en tant qu'agricultrice. Enfin, elle avait le titre d'agricultrice, mais ce n'est pas elle qui faisait le travail. Elle n'a pas eu d'enfant et donc elle nous a donné cette propriété en 2011. C'est pour ça Donc en 2011, en héritant de la propriété, je suis devenue agricultrice. J'ai eu le titre d'agricultrice. Donc on s'est penché... Le titre honorifique. Oui, le droit d'exploiter. Oui. Exactement. Et donc, on s'est penché sur la manière dont c'était exploité ici, de manière conventionnelle. Et c'est là où on s'est dit que alors, il nous a fallu un certain nombre d'années, disons, pour comprendre, pour découvrir et pour s'apercevoir que ça ne correspondait pas vraiment à ce que nous avions envie d'apporter au monde aujourd'hui. D'où la lecture de l'encyclique Laudato si en 2015. Voilà. Et le fait que je n'ai plus de boulot. Et cette encyclique dit, en substance, si vous voulez sauver la maison commune, commencez par votre maison à vous. C'est un des messages clés qui sort de l'encyclique. Alors on a tous les deux lu ça et on s'est dit mais c'est quoi notre maison à nous? Moi j'ai fait toute ma carrière dans l'énergie, on hérite de cette ferme qui nous tombe dessus. On s'est dit c'est peut-être ça notre maison à nous, penchons-nous sur le problème. Et là, on a découvert plein de choses. Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle tout de suite. On va en parler, mais avant ça, jusqu'à la lecture de l'encyclique, tu as fait quoi, Brenda? Alors moi, j'ai travaillé dans l'organisation d'un festival de musique, enfin plusieurs festivals de musique. Et puis à la naissance, nous avons eu donc 4 enfants en 5 ans. Et à la naissance de la 3e, j'ai arrêté de travailler. On a déménagé à Reims et je n'ai pas repris après, mais j'ai été active dans des écoles, enfin voilà, dans d'autres manières qui ne sont pas financières peut-être, donc peut-être pas reconnues, mais qui sont réelles et utiles au monde aussi. Bien sûr, bien sûr. Et donc du coup, ça veut dire que de 2011 à 2015, ce corps de ferme existe. Vous commencez déjà à travailler dessus ou pas du tout? Oui. Ah, oui, non? Oui, enfin... Une réponse commune qui serait la même serait mieux.
Oui ou non? Comme dans ces shows là où l'homme et la femme sont dos à dos Ah et oui. puis on pose une question. Là, qu'est-ce qu'il enlève comme vêtement en premier quand il entre dans Alors, la c'est chambre? pas sur cette chaîne-là Non, dont on va parler de ça, d'accord. Philippe. Donc, est-ce que de 2011 à 2015, quelqu'un travaille ici? Oui, il y a un agriculteur qui fait le Ah, travail. il est toujours là, Il est l'agriculteur. toujours là. Ah Et bah alors, oui. en conventionnel. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on y produisait sur cette ferme jusqu'à 2015? Jusqu'à 2011, on produisait en monoculture du blé sur une parcelle, de l'orge sur une autre. Ok. Monoculture, blé sur blé sur blé, Blé dur, blé tendre, blé tendre d'hiver. blé tendre. C'est culture d'hiver et orge d'hiver. Donc les plus petites terres étaient de l'orge et puis les bonnes terres bien profondes en blé. Avec toute la panoplie des seeds Qu'il faut bien. qu'il faut bien pour que ça aille. Exactement. Ok. Et donc, Jusqu'à en 2011. Mais après, 2011, tu me dis, après, à Alors, 2011, ça change. ben, on arrive, je fais venir un copain agriculteur pour lui dire, De tiens, Reims. parce que je ne connaissant rien, il vient de Reims justement, il dit, oh, bah, écoute, oui, monoculture, c'est pas terrible, il m'explique pourquoi. Tu pourrais au moins remettre une rotation. Puis je regarde un peu ce que font les voisins. Et en effet, ici, la plupart sont en rotation colza, blé, orge, colza, blé, orge, mais en conventionnel. Donc on décide de diviser le parcellaire en 3 et déjà mettre une rotation, n'y connaissant que dalle. Puis moi à l'époque je suis à fond chez Alstom sur la décarbonatation, les énergies, les machins. Donc, parce que Philippe Joubert c'était un patron qui mettait la pression, hein, il fallait que les choses avancent. Donc j'étais vraiment au taquet, hein, je voyageais partout, pas trop le temps de m'en occuper. Quand même pris un petit tableur Excel pour un peu voir les chiffres et comprendre comment tout ça fonctionnait. En gros 120 000 balles de revenus, 60 000 balles d'intrants. Donc tous les trucs en seed, les fertilisants, 30 000 pour l'agriculteur qui fait la prestation, bah, tu fais le compte, la marge c'était 30 000 dans les bonnes années et parfois ça passait en négatif si les prix du blé étaient bas ou enfin bon, en fonction des rendements des années. Donc je me dis pour rien vraiment gagner d'intéressant, aller mettre 60 000 euros de saloperie sur les terres, ça va pas. Donc je me suis Effectivement, progressivement le réglage est assez correct. Pour rendu l'instant, rien à compte signaler. que ça n'allait pas trop, quoi. Donc ça, c'est en 2011. Ça, Non, c'est entre Et 2011 2015. Et et 2015. 2015. Est-ce qu'il y a un changement qui est fait par les prestataires entre 2011 et 2015? Ben Ah oui. ça, la rotation Oui. blé, orge, colza. Oui. Ok, Oui. on rajoute une culture On Et rajoute on une tourne. culture. Et on tourne. et on fait de la tourne. rotation de Oui, culture. ça, Ok. c'est Ça, essentiel. c'est essentiel, ça. Oui. Ouais. Mais toujours en conventionnel. Ouais. Toujours en conventionnel, Ouais, ouais. oui. Donc, Ok. pas de changement révolutionnaire. Et là, on arrive enfin en 2015. Lecture commune. Tu t'intéresses vraiment au monde agricole, du coup. J'ai ce du coup-ci. temps, puisque là, Parce que je suis forcément, payé à ne rien Général faire, moi, en Electric, attendant ils sont pas sympas. Ben Mais non. quelque part, merci Général Electric, puisque Philippe est là maintenant pour nous expliquer comment on va stocker du carbone, je le rappelle. Et donc, Et donc, ben, je mets à potasser sérieusement la question. Ouais. Donc, c'est des bouquins, c'est des formations en ligne, c'est voilà, tu comprendre fais le ça en monde parallèle agricole. aussi, j'imagine. Oui, plus ou moins, parce qu'il y a encore les enfants, mais Ah oui, oui, oui. oui. oui, oui. Donc Oui, moi, je oui, me c'est- plonge vraiment là-dedans. Je viens ici, je regarde, Oui. je m'informe. Bon, j'essaie de comprendre. Une formation d'ingénieur, ça pose aucun problème de comprendre tout ça. Il faut juste s'y mettre, prendre le temps. Comprendre, c'est facile. Après, faire, on verra, c'est autre chose. Hein. Quand on n'est pas issu du milieu agricole, il y a des réflexes, des choses plus fines à comprendre et à capter. Il faut du temps pour ça. Je comprends très bien ça Mais- parce que mais- ça arrive souvent que dans les commentaires, les gens disent il explique bien, mais est-ce qu'il sait faire? Voilà, On voilà, dit souvent ouais. ça. Oui, oui. Ouais. Oui, 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 oui. Bah, la notion du temps, la notion de la saisonnalité, qui n'est Ouais. pas la même en industrie. Dans l'industrie, on a la maîtrise sur Voilà, les choses. c'est ça. Très Donc moi, il a différent. fallu que je désapprenne la maîtrise. On n'a jamais la maîtrise sur le climat, sur la façon dont une plante pousse, Ouais. surtout si on veut la faire pousser naturellement. Donc il y a un vrai Changement de mentalité. changement d'attitude et Paradigme. à adopter. Quoi, parce que, Oui. euh, D'humilité. donc on disait, Et ben du coup, 2015, tu commences à faire des formations en Ah. ligne, commences à lire des bouquins, à essayer de comprendre tout ça. D'ailleurs, plus sur la partie grande culture, puisque c'est le cas, parce Ouais. qu'après, il y a du maraîchage qui arrive, mais toi, tu t'intéresses surtout à la grande culture. Oui. que la grande culture. Ok. 2016, ben là, ça y est, je quitte Alstom. Alors, et on décide de s'installer ici pour du bon. On a fait un stage de permaculture pour le coup. Au bec et loin? Non, Non. pas au bec et loin. 15 jours. C'est trop cliché. Non, Ouais, non, c'est pour on ça, était- moi, je me disais, Non, non. écoute, parisienne, ingénieur, bec et loin, c'est vendu ça. hein. J'ai vu le cliché, je suis désolé. Non, non, Vous non, avez non, fait ça c'était- où? non, non, c'était Près pas de cliché. Poitiers. Près de Poitiers, ça s'appelle Terpaille et compagnie. Eh ben, je les connais aussi, je Pascal de Ils sont Pienne, super. Ouais. Ah, ça, tu peux Université les voir. de la permaculture, tout ça, un mec Ouais. formidable, Vraiment un très, puits très de bien. connaissances Ah théoriques et pratiques incroyable. pense. Ok. Et qui met en œuvre.
qui fait. Alors, Oui, il vraiment. fait, oui, oui. Oui, oui. Donc, et sa maison est en terre-paille, il a construit de ses mains, il a son éolienne pour son électricité, il a son potager. Les stagiaires, il essaie de les nourrir quasi avec sa production, Ah oui. qu'avec sa production. Ouais. Bon, il connaît tout, sur l'eau, sur la terre, le paille, la construction, les énergies. Il a vraiment poussé les choses très loin. Donc, des sachants, il n'y a pas qu'au Bec et Loin, il y en a, Ouais, partout. Il y en a partout, il y a des ressources énormes à ce point de vue-là. Et donc on s'est formé et puis bon, ça a vraiment mis le pied à l'étrier. On a dit bon, il faut qu'on fasse quelque chose ici. J'ai tout de suite eu l'idée de préserver la vie du sol, donc d'arrêter le labour et puis de passer en bio. Et là, on a fait la rencontre de quelqu'un qui travaille à la ferme du Bec Oui. et Loin. Ah, tu Un vois autre, ouais, non, t'as raison. Ouais. On y arrive toujours. Un autre ex-ingénieur Alstom Ouais. qui travaillait en Suisse, Sacha Guégan. Ben, Sacha, lui, il a fait l'étude, il a collaboré à cette fameuse étude qui montrait la viabilité sur 1000 mètres carrés là, de culture. Donc, il avait collaboré à ça et bon, il a beaucoup travaillé au Bec et Loin. Il est formateur maintenant en permaculture, en forêt-jardin. Enfin, il s'y connaît vraiment bien en plein de choses. Il est venu ici, on a fait des stages, il nous a aidé un peu à organiser et à penser les choses. Faire le design. Et hein. puis, 2016, il nous met en contact aussi avec un ingénieur agronome belge, Alain Peters, spécialiste d'agroécologie pour le coup, pour les grandes cultures. Et puis, avec tout ce savoir, on décide dans notre tête d'arrêter le conventionnel, passer en bio et sans labour en même temps. Ce qui est une révolution hyper brutale, Oui, trop brutale d'ailleurs. Oui. Mais bon, on Tu s'en ne est le rendu compte conseillerais pas. après, qu'on ne conseille à personne. voilà. Après 40 ans de chimie, on passe pas comme ça, bam, à l'autre extrême. C'est très compliqué. C'est génial ce dont vous êtes en train de me témoigner là, puisque nous étions hier chez un agriculteur grande culture conventionnelle qui a pour objectif de passer en bio, mais qui fait plein de petits tests sur des petites parcelles et qui explique à chaque fois à quel point il s'est cassé la gueule. Donc il est déjà passé lui en conservation des sols et il essaye petit à petit de passer en bio. Voilà. C'est la Et bonne justement, piste. Il est sur voilà. la bonne piste. Ah, voilà. Parce qu'il faut commencer par le non-labour, la conservation des sols. Et bien c'est ce qu'il fait. Absolument, il faut commencer par ça. Pendant 4, 5, 6, 7 ans, pour être bien familier avec son sol, avec la manière dont il réagit, avec les adventices qui poussent, et comprendre ce qu'est un sol vivant, le faire revivre. Donc garder et puis progressivement diminuer insecticides en premier lieu, fongicides en deuxième lieu, et puis la dernière béquille, c'est le fameux glyphosate. Alors les écolos en ont fait le fer de lance à abattre, mais non, c'est la dernière chose à enlever, c'est le glyphosate. Ici, mais c'est utilisé ailleurs à Non, d'autres mais doses. pour l'agriculture, c'est le dernier truc à enlever. Donc conservation des sols et puis passer bio. Et alors, on a cette chance en 2016 de tomber par hasard sur un voisin, dont on n'était pas au courant, qui était en agriculture de conservation des sols depuis déjà à l'époque 8 ans et qui avait tous les outils dont on avait besoin. Parce que nous, on n'avait aucun outil, ça demande un outillage spécifique. Hein. C'est pas du tout en conventionnel monoculture, il ne faut pas grand-chose. Hein. Il te faut un épandeur, une bonne charrue et puis un semoir. Tu peux même le faire à la main. Hein. Rien à la main. Non. Non, il n'y a pas un matériel énorme hein, pour faire en conventionnel avec la chimie. Ça se passe assez vite et bien. Quoi, hein. On tombe sur cet agriculteur, un type formidable. Du coup, on change de prestataire et il m'apprend le métier. Donc, c'est sur ces tracteurs que j'ai appris à machiner, tu vois. Puis, lui était en agriculture de conservation des sols. L'expérience l'intéressait parce qu'il songeait à passer bio. Alors, depuis, il est bio. Donc, il est bio, polyculture, élevage, sans labour, avec moutons. Enfin, voilà, on a une évolution parallèle. On a mis un maraîchage en place, lui aussi. Mais lui, il fait ça beaucoup mieux, parce que c'est un vrai. Lui, c'est un vrai. Issu du milieu. Issu du milieu et qui sait ce qu'il fait. Ouais. Donc, nous... Toutes les compétences. Nous, on a tout essayé, on était un peu les précurseurs, si tu veux. Enfin, il a regardé partout où on s'est planté, parce qu'on s'est planté quasi dans tout ce qu'on a fait. Ce qui est super intéressant, hein, de se planter. Et voilà, on a pu retirer les leçons. J'ai bien vu dans sa façon de faire la transition, tu vois. C'était beaucoup plus malin, tu vois. Il commençait par des maïs pour pouvoir, si tu veux, écourter la période de conversion et quand même toucher les revenus. Enfin, c'était beaucoup mieux pensé de sa façon de faire. Pour les sols aussi, il avait cette expérience. Oui. Là, encore une fois de plus, 15 000 questions dans ma tête. Quand vous vous dites que vous êtes bien planté, c'est-à-dire que du jour au lendemain, tout est passé en bio, sans conservation des sols? Oui. Exactement. Ok, donc quand on dit bien planté, on est passé de 120 000 € de chiffre d'affaires à combien?
Ah, beaucoup de coûts machines aussi qu'on a eu, de prestations, des coûts de semences qui ont explosé parce qu'il a fallu qu'on mette des couverts, etc. On n'avait aucune semence de ferme puisqu'on débutait. Donc quand tu dois tout acheter, ces semences-là. Bon, je parle du consommable, hein, parce qu'il y a aussi eu des investissements. On ira voir un peu d'équipement, mais il y a des choses qu'on a achetées. Mais hors investissement, on a eu des revenus qui ont baissé, le travail qui a augmenté en heures de travail, et puis le coût machine et prestations aussi a augmenté, le poste semence a augmenté. Bon, ont disparu les postes pesticides en tout genre et engrais, mais bon, les rendements ont quand même hyper chuté. Justement, c'est ça la question. Donc si on ne parle pas en chiffre d'affaires, en termes de rendement. 1% de carbone dans les terres, elles étaient épuisées, ces terres. Donc, quand tu parles de carbone, tu parles de taux de matière organique? Taux de matière organique, oui, tout à fait. 1% c'est très peu, je rappelle qu'on considère que le taux est bon à partir de 5%. Oui, et les terres ici, bon, c'est entre 1, 2 en conventionnel, mais en dessous de 2, oui, t'es mal, quoi. Ouais. Et donc du coup, justement, ce rendement, on passe de combien de... Allez, on parle de tonnes hectares, quintaux hectares, à combien? Quintaux, ou tonnes, on était à 75 quintaux, bon an, mal an, orge, blé, voilà. Et là, quand tu passes en bio? On tombe à 30, 25, 30. Ah oui, donc vraiment, qu'on comprenne, c'est vraiment la cata. Comme ce qu'on faisait en 1950. Hein. C'est ce que Daniel disait. En 1950, son arrière-grand-père, et puis son père, ils avaient des rendements comme ça, 30, 40 quintaux, ils étaient contents. Mais alors Brenda, effectivement, tu dis ça dépend du prix. Mais alors justement, si on fait 120 000 euros de chiffre d'affaires avec 75 quintaux et que là on descend à 25-30... Ton chiffre d'affaires, il est divisé par d'autant. Enfin, tu es en bio, on était mieux payé. T'es payé normalement. On était payé le double, tu vois. On l'est plus. On était payé le double. Aujourd'hui, c'est les mêmes prix que le conventionnel parce que le marché du bio s'est effondré. Ça devient plus tenable, très difficilement tenable. Parce que le bio demande beaucoup plus de travail. Là, on a remonté les rendements, donc on est plutôt autour de 50, 55, mais les premières années ont été vraiment très dures. Parce que les sols sont épuisés, ils n'ont plus rien dedans. Bien sûr. Donc tout tombe malade très facilement aussi, j'imagine. Surtout les adventices qui explosent. Ouais, et du coup c'est très difficile à récolter. Et puis, c'est difficile. Tu as plein de complexités, hein. On a eu quelques catastrophes intéressantes. Ouais. Tout de suite, un top 3 des plus belles catastrophes. Top 3 des plus belles catastrophes. Oh là. Par exemple, oui, un été très humide. J'avais fait un blé magnifique semé. Je m'étais dit, on va semer tôt, puis explosion de vulpin, tu vois, qui est une adventice. Et le blé, mais vraiment rempli de vulpin. Et donc au printemps, tu te dis, je fais quoi avec ça, quoi? Tu as moitié blé, moitié vulpin, tu sais que tes rendements vont être merdiques, que c'est mort. Là, polyculture, élevage, on a mis les agneaux avec les brebis qui venaient de naître au printemps. On les a mis à l'herbe là-dedans, dans ce blé avec le vulpin. Bon, les brebis ont adoré. Les agneaux, c'était une prairie qui n'avait jamais vu d'animaux, donc c'était hyper sain. Donc ils ont brouté tout ça. Le blé et le vulpin. Le blé et le vulpin, ils ont tout bouffé. Après, on a tout retourné. Et puis, on a fait un maïs extraordinaire là, derrière ça. Enfin, quand je dis tout retourner, c'est pas un labour. Pas un labour, ouais. C'est une fraise qui retourne le sol en surface, quoi. Et puis, on a pu faire un maïs sur quelque chose d'hyper propre. Tu vois, donc là, c'est un échec transformé en réussite. Oui, finalement, tu avais fait un engrais vert, en somme, avec une polyculture élevage, voilà, quelque chose de... super engrais vert amélioré. Même parcelle l'année d'avant, donc c'était une prairie en luzerne. Parce que l'assolement typique, c'est une prairie luzerne dactyle qu'on va scalper et puis on va faire une première paille, éventuellement une seconde paille si la fertilité est toujours là, ou une culture associée, métail, un triticale pois ou quelque chose comme ça. Et puis en fonction du salissement, on peut repasser en prairie ou passer sur une culture d'été qui déstabilise un peu les adventices, tu vois. Donc c'est un peu ça la philosophie qu'on a, toujours en tête d'assolement une prairie. C'est pour ça qu'on a besoin d'élevage dans ce système-là. Là, on sort d'une prairie de luzerne, qu'on scalpe, bien, bien propre. On sème un blé, c'était l'année d'avant. Ce blé prospère et puis il fait humide. Et la luzerne revient. Et alors le blé sèche, tu vois, il y a de plus en plus de lumière qui vient, il y a de l'humidité qui est là et la luzerne monte. Et puis on est en juillet, c'était quelle année? En 2022, là, ou 21, 22 je crois, 21. Enfin, il a plu, on n'a pas eu un créneau pour faire une moisson. Et la luzerne a prospéré et elle a fini par écraser le blé au point que ce blé, il était humide et il ne pouvait plus respirer. Il était beau pourtant, des magnifiques grains, c'était hyper frustrant. Recouvert par la luzerne et puis ça se met à germer, à pourrir, quoi. C'est mort. Et alors qu'est-ce qu'on a fait? On a remis de l'élevage 12 tonnes de matière à l'hectare. Blé, luzerne confondu, un truc de malade. Pour faucher ça, c'était impossible. Parce que c'est couché dans le sens du vent. Tu vas avec ta faucheuse à contrario. Enfin, c'était une horreur à faucher, à endainer. Donc vous l'avez fauché quand même?
Ah ben oui, on a Ah fait bah là, du... vous auriez pu remettre de l'élevage dedans, comme la dernière fois. Ah non, 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 dans des pailles toutes sèches, la luzerne, Non. bah alors, Passé, hein. qui était quasi à maturité. Tu peux pas mettre des ovins dans un truc qui est haut comme ça. Ah oui, c'était trop. Ah oui, c'était trop haut, c'était pas mangeable, c'était pas faisable. Ouais, c'était vraiment un crève-cœur, ça. Et puis un travail de titan pour faucher ça, endainer ça, faire sécher ça. Heureusement, le mois d'août a été sec. Mais bon, on a sorti des ballots et des ballots de mauvais foin. C'était un crève-cœur, quoi, ça. Et le top 3, parce que là, pour l'instant, on a que un top 1 et 2, c'est que des adventices. Il n'y a pas une Oui. petite maladie, un petit champignon qui Non. traîne quand même? Non, alors là, non. Non, c'est vrai? Jamais eu de champignons sur les blés. Sur l'avoine, on a eu des taches jaunes, une jaunisse assez forte, des grandes plaques jaunes. Et alors là, au printemps, l'avoine était déjà haute comme ça. Je suis passé avec la faucheuse à 8 cm. J'ai tout fauché. Et l'avoine est repartie, mais à fond, Mais non. super belle, et les jaunisses avaient disparu. Incroyable. Comme quoi, un coup de stress, parfois, ça... Bon. Alors, t'es vraiment arrivé et t'as fauché tout ton avoine qui est en Oui, train de mais bon, pousser. l'épi n'était pas encore là, hein, donc... Ah ouais. Coup de tondeuse, quoi. Coup de tondeuse, ouais. Ouais. Une petite coupe de printemps, quoi. Ouais. Non, sinon, au niveau maladie, non. Malgré le sol La pas en bruche, forme. là, Malgré le sol pas en forme. Mais ça, c'est un coup de chance, quand même. Ouais, ouais. Ok. Non, mais sinon, en 3, c'est quand même des explosions de chardon, de rumex, Oui. sur des sols qui ont été quand même massacrés depuis longtemps, qui n'ont plus de structure. Donc on a des parcelles envahies de rumex. Puis le chardon des champs qui progressivement a fait son apparition, m'a fait des ronds un peu partout. Et là, il faut vraiment des prairies pendant 3-4 ans pour en venir à bout. Oui, on le sent quand même, hein. Ok, donc quand on passe de conventionnel à bio, on voit vraiment le rendement qui chute drastiquement, tous les problèmes liés aux adventices, on ne peut pas utiliser d'herbicides, voilà comment on fait. Donc petit à petit, j'imagine qu'on trouve la solution. Et si c'était à refaire, c'est quoi le conseil? Si c'était à refaire, moi je serais passé en agriculture de conservation, donc j'aurais pas passé bio tout de suite. Et j'aurais au moins fait 5-6 ans en conservation des sols, donc sans labour, pour sentir mes sols, en gardant le glyphosate comme désherbant, tu vois, pour contrôler les adventices. Et j'aurais décaillouté, parce qu'on a des sols à cailloux, on a des parcelles blindées de cailloux. Et le travail en surface de la conservation des sols fait quand même remonter les cailloux. C'est-à-dire les cailloux qui sont dans les 10-15 premiers centimètres, ils montent au-dessus. Et puis là, les adventices, les mauvaises herbes se cachent là derrière. Et puis tu abîmes ton matériel. Si tu veux les scalper, c'est l'enfer, hein. Donc ça, il faut décaillouter. Tu as des machines, des énormes ramasseuses à patates qui sont dopées aux amphétamines là, pour ramasser des cailloux. Et puis tu peux décaillouter tes champs sur 10 cm. Puis après, tu as de nouveau quelque chose, une parcelle que tu vas pouvoir faire quelque chose dessus, travailler. Donc il faut faire ça, remettre tout à plat. Prendre connaissance de tes sols. Nous, on débutait, mais il faut une connaissance fine du sol, qu'un agronome ne peut pas avoir. Il faut être agriculteur, c'est-à-dire c'est la théorie appliquée au sol. Comment est-ce que mon sol réagit à cet endroit-là? Est-ce qu'il est profond? Est-ce qu'il est argileux? Comment est-ce qu'il sèche? Comment est-ce qu'il vit? Ça c'est des années pour sentir ça. Est-ce que je peux y aller avec quel outil pour ne pas l'abîmer? Est-ce que je vais avec un cœur? Est-ce que je vais avec une fraise? Cette année-ci, on ne pouvait travailler qu'à la fraise. C'était tellement humide qu'il n'y avait rien d'autre qui était possible. Toutes ces sensibilités-là, il n'y a que le paysan qui connaît sa terre qui peut dire quoi faire et quand. Ok. Et alors, la grande question, la grande problématique, c'est comment on fait du bio en conservation des sols, puisqu'on n'a plus le glyphosate, sans labour. La réponse, c'est la prairie. Donc c'est la tête d'assolement, c'est la prairie qui va permettre de nettoyer. Une prairie, quand elle est semée, quand j'appelle prairie, ça peut être une luzerne, hein, il faut nourrir son sol. Et en général, on préfère un mélange avec graminées. Donc on va mettre une légumineuse avec une graminée. Ils sont complémentaires d'ailleurs au niveau biologique, puisque la graminée sécrète du sucre par ses racines qui va permettre de nourrir les champignons du sol, qui eux, en échange, vont fournir des minéraux, de l'eau, etc. pour ta légumineuse qui est ta culture cible finalement, qui elle-même capte l'azote qui est présent dans l'air, elle le remet dans les nodosités de ses racines pour renourrir ton sol. Et le fauchage régulier de cette prairie va mettre un grand coup derrière les oreilles des chardons et des rumex, qui sont les plantes les plus embêtantes chez nous. Également empêcher la venue à graines des vulpins et d'autres graminées indésirables. Donc là, tu fauches pour empêcher qu'il y ait de la graine et un stock de graines qui s'établissent. Okay. Le stock de graines qu'il y a, de toute façon, il tombe en surface et il va pourrir au bout de 2-3 ans. Enfin, où les faisans ou les autres oiseaux vont s'en occuper, ou les carabes. Et puis, une fois que tu juges que c'est assaini, tu peux scalper cette prairie et puis faire une culture de rente derrière. Et tu as restauré une fertilité. Tu as mis du carbone
Tu crées un humus, tu crées une structure avec les racines des plantes, une structure à ton sol, et puis tu as de la fertilité, tu peux faire une culture de rente. La prairie, évidemment, il faut la valoriser, parce qu'en tant que telle, elle ne te rapporte que dalle. Une manière de la valoriser, c'est faucher, faire du foin, exporter le foin, ce qui n'est pas terrible, parce que tu vas exporter de la matière hors de ton système, donc tu n'as pas trop envie de faire ça. La meilleure manière, c'est que l'herbe soit consommée sur place, c'est-à-dire il te faut du pâturage. Donc tu es obligé de rentrer dans un système polyculture-élevage. Et là, subitement, quand tu rentres là-dedans, nous on l'a fait, donc on a commencé prudemment avec un petit cheptel d'ovins pour comprendre comment tout ça fonctionnait. On a commencé avec 60 brebis. Un petit cheptel ovin, 60 brebis. Mais tu ne te rends pas compte. C'est minuscule, 60. Mais nous, on a vu des gens avec 30 ovins, ils vivent. Oui, donc oui, 60 ovins, faut petit du cheptel, respecte les petits paysans quand même. Oui, mais non, mais 30 ovins, oui, c'est pour faire peut-être du fromage ou des choses Oui, comme exactement, ça. oui. Ouais, Nous, on était en système viande, donc Ah. voilà, on n'a pas mis une laiterie ici, donc Ouais. non. Et donc, ces ovins vont pâturer ta prairie, et puis les agneaux, tu peux les vendre et en tirer un revenu intéressant. À l'échelle de notre ferme, on aurait plutôt dû avoir 200-300 animaux. On a terminé à 250 brebis, donc l'année dernière, on a gardé les femelles, on a augmenté le troupeau jusqu'à 250. On parlera de l'élevage après. Restons sur notre histoire de prairie. La première question, c'était comment on fait pour faire du bio, conservation des sols, sans labour. Voilà. Donc on a compris, la prairie, on met des animaux dessus. Oui. Combien de temps? On les met là, le temps qu'ils broutent ce qu'il y a là, et puis ils passent à une autre prairie. C'est du une pâturage rotation. tournant Non, dynamique. bien sûr, non, mais combien de temps, je veux dire, pendant combien d'années on fait ce oui. pâturage tournant avant de pouvoir cultiver le sol? Alors ça dépend. Évidemment. Ça dépend de comment pousse ta prairie. Est-ce que ta luzerne s'est bien implantée ou pas? Ici, elle met un temps fou à s'implanter. Donc on a une belle luzerne à partir de la 3e année. Donc les 2 premières années, ça vivote, ça met du temps. Voilà. Et une fois que c'est bien implanté, bon là on peut faire du bon foin pour nos animaux, parce que le foin, tu vas essayer de l'utiliser pour tes propres animaux, pour les nourrir en bergerie ou parfois l'été sur certains pâturages parce qu'il n'y a plus assez d'herbe, il fait trop sec. Donc il te faut toujours une réserve de foin, ou pour l'hiver, pour ta période d'agnelage. Nous on le fait dans la bergerie, l'agnelage, on le faisait. Donc on avait besoin de foin pour cette période-là. Mais après ça se transforme en fumier que tu vas répandre sur tes champs. Donc tu gardes ta fertilité chez toi. Donc ça c'est le système le meilleur. Donc c'est fauche en gardant pour soi, et pâturage sur place, où ce que les animaux vont déféquer, ça va fertiliser ton sol. Donc ça reste chez toi aussi. Donc cette prairie nettoie les adventices, et puis au bout de 3 ans, 4 ans peut-être, tu peux scalper. Donc tu as une fertilité qui s'est installée, et tu peux faire une première culture. Puis ta fertilité va diminuer, tu peux faire une deuxième, donc une première paille, un blé, une seconde paille, un orge, avoine, etc. Et puis tu passes à un métail, tu vas faire un poids avec de l'orge en tuteur ou quelque chose. Et puis tu regardes où tu en es au niveau salissement. Tu passes à une culture d'été aussi pour un peu déséquilibrer le cycle des adventices. Et puis tu regardes, puis tu repasses en prairie. C'est un système comme ça qui est viable. Les prairies sur lesquelles sont les brebis. On parlait Ouais. de luzerne, c'est ça? Oui, luzerne, C'est donc- luzerne c'est- dactyle. Enfin, voilà. Luzerne dactyle, donc ce sont des prairies semées. Tout à fait. Tu les ressèmes du coup chaque année pendant les pâturages tournants, ou juste tu sèmes une fois luzerne dactyle et après tu fais tes pâturages tournants Ah oui, jusqu'à tout ta à février. fait. Tu sèmes une fois seule et puis fois. c'est bon pour 3 ans ou 4 Voilà. ans. Voilà. Ok. Et ensuite, quand on va arriver le moment où on dit ok, la prairie elle est bonne, le taux de matière est remonté, je vais pouvoir travailler ma céréale dessus. Qu'est-ce que tu passes comme outil pour plus avoir les problèmes d'adventice si tu laboures pas? Tu passes une fraise. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait. On scalpe avec une fraise. Donc, c'est un outil à axe horizontal avec des couteaux qui viennent dégommer, si tu veux, la prairie au collet. Et donc, tu fais ça dans des conditions, il faut qu'il fasse beau et que ça puisse sécher. Et tu fais 2 passages. Donc, c'est assez lourd. Et puis après, c'est bon pour semer. Et là, normalement, il n'y a rien qui décolle avec. Un petit peu, mais bon. C'est Le gérable. plus dangereux, c'est la luzerne. Donc la luzerne, elle est susceptible de redécoller. C'est très compliqué à gérer, ça, la luzerne. Donc on réfléchit, on a fait des essais aussi de système dactyle trèfle, qui lui, pour le coup, est moins susceptible de redécoller. Voilà. Parce que son système racinaire est plus petit. Voilà. Donc là, on pense, nous, pour nos terres et la luzerne, une fois qu'elle est bien implantée, parce que c'est ça le problème de la luzerne. Plus la prairie reste longtemps, plus elle pousse des racines, mais elle peut les pousser à 4 mètres. Et donc, c'est des racines qui vont stocker énormément d'énergie, de nutriments. Et après, quand tu la dégommes, une luzerne de 4-5 ans, elle va repartir à tous les coups. Donc, il faut pouvoir faire derrière une culture que tu vas pouvoir biner. Tu vois. Donc, je pense derrière une luzerne plus âgée, tu dois faire une culture d'été, un maïs, quelque chose comme ça, où tu puisses facilement biner entre les rangs pour calmer cette luzerne.
Nous, on a essayé blé, on s'est planté. Alors, il faudrait pouvoir faire un blé avec un interrang suffisant pour pouvoir biner. Je ne sais pas, on a encore des choses à explorer, c'est sûr. Ok. Là, on a quand même parlé essentiellement de la partie grande culture, mais à côté de ça, il y a du maraîchage qui se développe ici. Oui. Comment ça s'est passé? Parce qu'en plus, Brenda, donc toi, tu me disais, tu t'es occupée quand l'installation a commencé encore des enfants, mais bon, tu travailles aussi à la ferme. Oui. Est-ce qu'il y a un lien? Qu'est-ce qui se passe? Bah, le maraîchage, en fait, on a accueilli un couple qui a pris en charge et qui a commencé le maraîchage ici, parce que nous ne nous sentions pas de le mener, on n'avait pas les compétences et le temps, et voilà. Parce que par ailleurs, on a aussi monté tout un projet pour construire la bergerie, monté un autre projet pour planter 3 km de haies. Donc ça, c'est des choses qui prennent du temps, de dossiers, d'organisation, etc. Mais voilà. Donc le maraîchage, donc il y a d'abord eu un couple qui s'est installé, qui est resté ici pendant 3 ans, 4 ans presque. 4 ans. Et puis ils ont voulu être sur leur terre, être chez eux. Donc ils sont partis dans une autre région et ils voulaient aussi changer de région. Voilà. Donc ils sont partis. On a ensuite eu un autre maraîcher qui est venu et qui a fait un super boulot. Toujours aussi dans l'implantation, parce qu'au fur et à mesure, il améliorait les installations en faisant une serre à plant, en améliorant l'irrigation et des choses comme ça. Et puis lui, il a dû partir pour des questions familiales. Et donc on s'est retrouvés sans maraîcher. Il est parti en juin, donc tout était planté, tous les légumes étaient là. Donc il fallait, on n'allait pas tout laisser pourrir sur pied. Donc on a repris nous-mêmes l'année dernière toute la vente et l'entretien du maraîchage. On a du coup aussi, on ne s'est pas senti de faire les cultures d'hiver. Donc on a fermé, parce qu'on vend sur place dans la boutique. On a fermé donc pendant l'hiver et là on reprend. On a repris nous-mêmes pour le moment. Tu verras tout à l'heure. Mais on est à la recherche de quelqu'un à installer là, Oui. éventuellement. Donc on est en recherche active. Ouais. Avis aux amateurs. Ah non, mais vraiment, là, tu peux être sûr qu'on va te contacter. Non, mais en plus, sérieusement, il y a combien de terres à cultiver en maraîchage? Maraîchage, il y a 1 hectare 3. 1 hectare 3. Il y a 3 Il y a déjà il y a 3 serres, il y a 750 mètres carrés de serres. Ouais. Il y a une irrigation en place, une serre à plant en plus. Et il y a une clientèle, possibilité de logement ou tiny house? Oui, on peut. Oui. Il y a eu tiny house. Oui, il y a les eu maraîchers tiny ont house. installé leur tiny house. Bon, ils sont repartis avec, mais c'est possible. Eh bien, très honnêtement, on est du côté de Chartres. C'est une des plus belles fermes que j'ai vues. Le cadre de vie est absolument exceptionnel. Nawel qui tient la caméra au pin du chef. Donc voilà, n'hésitez pas à les contacter si vous voulez vous lancer dans le maraîchage, parce qu'effectivement, si tout est là et le lieu est splendide, ce serait dommage de pas venir. Ça s'arrête, c'est sûr. Et parallèlement à tout ça, il y a l'activité, donc du coup, effectivement, ovine, Oui. Oui. à viande. À viande, Oui. oui. Et alors ça, qui s'en occupe? Ah bah ça, on s'en est occupés tous les deux là pour le coup. Ouais. Oui. Et donc on avait des brebis solognotes, donc en sélection raciale. Voilà, c'est toute une histoire. Mais on a choisi cette brebis parce que d'abord elle est super jolie. On est tombé un peu amoureux en allant en Sologne les voir. Tout de suite Et une image de la brebis solognote que je ne connais pas. Donc on tombe amoureux de cette brebis. On tombe amoureux de cette brebis. On récupère 60 aniels de 6 mois en 2018. Septembre, elles sont arrivées là. Donc l'élevage commence en 2018 Ouais. pour se terminer en 2024. Oui. Ce fut court. Ce fut court, intense. Oh, j'imagine. Le dernier agnelage, on a eu 182 agneaux, tu vois. Oui, ça te semble énorme, mais bon, c'est passionnant. Mais moi, mon dos n'a pas suivi, quoi, parce que c'est quand même très physique. Très physique. Il faut pouvoir manipuler les animaux sans faire mal à l'animal, mais sans se faire mal à soi-même non plus. Et là, quand même, quand on doit faire les sabots, là, les solognottes, comme elles marchent peu, on a des belles prairies, elles n'ont pas à chercher loin pour trouver de leur nourriture. Donc leurs sabots, si tu veux, grandissent très vite. Comme ils mangent de la luzerne, c'est plein d'azote, ça fait pousser les ongles. Donc on doit leur faire 2 fois par an. Donc ça veut dire, quand on a 250, ça fait, si tu comptes bien, 1000 pattes à faire. Quoi. Donc ça veut dire soulever une brebis qui fait 80 kilos. Parce que, voilà, 80 kilos, ça fait? Ah ben là, oui, quand elles sont nourries comme ça, oui. Fais-le sur moi, pour moi. On les asseyait dans un pneu, tu vois, pour les caler. Et puis on leur faisait la manucure. La tonte, c'est encore plus technique. Là, on fait venir un tondeur, mais la plupart des éleveurs font ça. S'ils ne sont pas tondeurs eux-mêmes, font venir quelqu'un parce que c'est. Ça prend du temps aussi. Si tu veux que ce soit bien fait, sans blesser l'animal, etc., c'est un métier quand même. Hein. La tonte, c'est un vrai métier. Donc, voilà. Comme les coiffeurs, hein.
Oui, exactement. Ah, mais je ne m'improviserai pas une coupe de cheveux sur Philippe aujourd'hui le jour de son anniversaire. Hein, Enfin, il m'en c'est voudrait, des- il m'en voudrait. c'est Moi, des c'est quoi- moi qui le coupe. Ah, comme quoi il y a des gens qui s'improvisent, tu vois. c'est des coiffeurs avec des bras comme ça. Hein, je veux dire, parce que là, oui. Ah oui, là. Oui, qu'est-ce qu'on disait là? Et bah donc du coup cet élevage, donc Oui. Cette race, ça l'a- Alors c'est une race qui était de conservation, c'est-à-dire on essaie d'augmenter les effectifs. Je ne sais pas combien il doit y en avoir en France, peut-être 4-5 000, enfin tu vois. Donc toutes les agnelles, on les conserve pour augmenter le cheptel ou pour le donner à d'autres, enfin pour augmenter la couverture de la race en Pure France. race. Et les agneaux, sauf les agneaux sélectionnés pour la reproduction. Donc là c'est tout un schéma de sélection dans lequel on s'était inscrit. Donc ils sont vendus en boucherie. Voilà. Donc on avait des colis, on les envoyait à l'abattoir et puis on récupérait des colis d'un demi-agneau. Ah, et vous vendez les agneaux en Voilà, demi-agneaux. c'est ça. Demi-agneau, voilà. C'est ça. Ouais. Ok, un demi-agneau ou rien. Mais en tout cas, ça prouve bien la complémentarité là qu'il y a entre la grande culture et l'élevage, qu'on appelle la polyculture élevage. Il y a vraiment un intérêt là-dedans, Philippe. Ah ben, tout à fait. La vraie agroécologie, c'est de la polyculture élevage. Une agriculture vertueuse ne peut pas se passer d'élevage. Quand on regarde ce que faisaient les anciens, toutes les fermes avaient leur élevage. Alors c'est quel élevage? De quel élevage parle-t-on? On parle ici d'un élevage à l'herbe. Donc des ruminants, ils sont faits pour manger de l'herbe et que ça. Ils ont 4 estomacs, exprès pour pouvoir digérer la cellulose. Donc ne leur donnons pas des céréales ou du maïs ou du soja venu du Brésil. Non, il faut qu'ils mangent de l'herbe. Donc le système vertueux, il y a de la viande dans un système vertueux, mais de la viande en beaucoup plus petite quantité et de bien meilleure qualité. Quand on voit la viande de nos agneaux, c'était une viande rouge, persillée, tu vois, la graisse était dans la viande, pas à l'extérieur. Et la viande est rouge, enfin, c'est comme du gibier, et puis ça a un goût subtil. Enfin, c'est pas plein d'eau comme ce qu'on trouve en agneaux qui sont faits en batterie d'élevage. Donc c'est ça qu'il faut rechercher. Et alors, du coup, vous n'avez fait de l'élevage que pendant 6 ans. Le Bien, cheptel oui, 3. grandissait chaque année. Oui. Vous avez vendu combien d'agneaux? Ah, j'ai pas fait le calcul Ah oui. de combien d'agneaux on a vendu. Il faudrait faire le calcul, mais bon, c'est lent, hein, parce que tu as des 60, premier agnelage, on a dû avoir une bonne centaine d'agneaux. Parce que la fertilité de tes brebis, elle augmente aussi avec le temps. Les agnelles, c'est leur premier agneau, donc après tu as des doubles qui viennent de plus en plus fréquents. Donc le taux de fertilité, c'est à peu près 1,6 pour la On a race. dû en avoir 450. Et Ça veut ouais, dire quoi le taux de fertilité 1,6? c'est le nombre d'agneaux par brebis D'accord. et par an. Ils peuvent en avoir 2, 3 Une mise bas par an et elles font entre 1 et 3. et 2 agneaux. Rarement 3, exceptionnellement 4, mais c'est une catastrophe parce qu'elles n'ont que 2 mamelles, les brebis. Donc à ce moment-là, ça veut dire des biberons pour les agneaux en surplus. Ce qu'on essaye absolument d'éviter. Parce que les biberons, C'est c'est du 4-5 travail. fois par jour. C'est vraiment pénible. Hein, ça, c'est- C'est pas rentable. Hein, pour le ouais, coup, ça, c'est- pour le coup, oui, ça, quand tu vois les heures de travail que tu passes. Ça, ouais. ça me fait rire parce que je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais vous me racontez ça avec une telle décontraction, alors que vous êtes passé de conventionnel à bio sur la grande culture, vous êtes mis à l'élevage, vous êtes mis au maraîchage, tout ça en l'espace de moins de 10 ans, moi ça me met sur le cul. Très honnêtement, ça me met sur le cul. Je sais pas si vous en rendez compte, quoi. Je pense pas, non. Non, hein? Non, non. Je pense pas. Non, je pense qu'on était très inconscients. C'est le fait Heureusement. de ne pas être issu du milieu agricole qui permet de se lancer dans ces trucs-là, quoi. Ah ouais. Oui, mais qui permet aussi des innovations, enfin, Ouais, une ouais. liberté par rapport à certaines choses que les agriculteurs n'ont pas toujours. On n'a pas de parents là-dedans Voilà. qui nous regardent, on se fiche pas mal de ce que pensent les voisins, qui sont d'ailleurs tous très bienveillants, qui venaient voir, qui posent des questions, qui sont intéressés, voilà. Donc voilà, on avait toute liberté pour le faire. C'était super intéressant comme expérience. Et les animaux, je pense, ont été très heureux ici. Enfin, on s'en est vraiment bien occupé. Peut-être un peu trop, mais bon, je pense qu'on ne s'en occupera jamais assez. Mais bon, là... Ils nous l'ont bien rendu aussi, parce que c'était beau. Hein. Ouais, c'était beau. Mais bon, là, j'ai le dos un peu cassé. Ça nous oblige à arrêter ça. Donc là, on est sur la fin de l'expérience des Gâtines Rouges? Ah non, la fin, non. Ah non. Non, non, on est dans une autre transition, une de plus. C'est-à-dire que les terres vont être reprises en fermage, pour le coup, par cet agriculteur qui m'a formé, mais qui est 10 ans plus jeune que moi. Donc, il va reprendre les terres. On a co-développé ce système. Donc, lui est bien plus avancé, je dirais, techniquement, hein, puisqu'il a toujours fait ça. Et donc, il y aura toujours des moutons ici. Il y aura toujours tête d'assolement en prairie. C'est le même système.
C'est une chance extraordinaire parce que des gens qui font ça, ça court pas la planète. Et il est là, à côté de chez nous. On a des terres voisines, donc ça se met vraiment bien. Et puis nous, on va continuer l'activité maraîchage. L'objectif, c'est d'accompagner quelqu'un qui voudrait s'installer. Et c'est que ça continue de vivre là. Et je pense qu'il y a de la place pour une personne sans problème, qui pourrait se faire un salaire. Voilà. Toute l'infrastructure est en place. Un hectare 2, moi je te confirme, on a vu une ferme où elles étaient 4 sur 6 000 m². Donc là, Donc un hectare 2, oui. Et moi, quand j'étais au lycée agricole, on m'a dit normalement c'est une personne par hectare. À 4 sur 6 000 m² à 1 hectare 2 à tout seul, on peut faire travailler des gens. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Donc moi, je serai en retraite à partir de la fin de l'année. Mais ça n'empêchera pas de donner des petits coups de main, des conseils, etc. à ceux qui viennent s'installer. Brenda, qui est beaucoup plus jeune, prendra sa retraite plus tard. Donc on va garder le statut agricole ici pour pouvoir continuer l'activité maraîchage. Voilà, et c'est l'idée, c'est ça. Et alors, juste avant qu'on aille se balader, hein, qu'on termine un petit peu ce moment interview et qu'on aille visiter cette ferme et tout ce que vous y avez fait et ce que vous y faites encore, il y a une question qu'on n'a pas abordée, c'est la commercialisation. Alors effectivement, on a dit que les agneaux étaient vendus ici en demi-barquette, ça on l'a compris, donc c'était de la vente directe. Qu'en est-il du maraîchage? Qu'en est-il des grandes cultures? Alors le maraîchage c'est aussi vendu ici, sur place, où il y a une petite boutique. Il y a eu une espèce d'AMAP qui marchait aussi à un moment donné. On a aussi été en contact avec le collège de Bueil. Donc le cuisinier prenait nos produits. Oui, c'est ça. Il y a eu aussi dans des magasins bio locaux, mais maintenant ils sont presque tous disparus, ils ont fermé. Voilà. Et puis, bon, on a réduit la voilure, puisque c'est nous qui le faisons maintenant. Donc il n'y a plus que la boutique le vendredi après-midi et le samedi matin. Sur Ok. place. Ok. Voilà. Et pour ce qui est grande culture, céréales, ben ça c'est la coopérative. Donc on a une coopérative ici pas loin, donc on leur fournit nos productions. Ce qui n'est pas complètement satisfaisant. Tu as eu une autre expérience pour le blé J'ai eu un début de collaboration avec un paysan boulanger, et avec des tests de variétés anciennes. Ouais, c'est formidable. L'idée, c'est de se réapproprier aussi toute la chaîne. Mais bon, c'est logistiquement aussi très compliqué, parce qu'il est pourtant pas loin, il y a 15 km. Bon, il Faut faut stocker le grain, faut stocker le grain, il faut trier le grain, il faut tout de suite, il faut du matériel, des gros investissements, et la ferme est trop petite pour justifier ça. Lui a des investissements de son côté, des terres de son côté. Enfin, on voit bien que les collaborations, elles peuvent se faire, mais il faut être vraiment très proche, il faut être voisin. Dès que vous mettez 20-30 km, ça devient très compliqué. Il me semble qu'on arrive à la fin de cet entretien. Tu nous as toujours pas expliqué ce que tu as découvert pour stocker du carbone. Mais moi, ce que j'aimerais bien, à la limite, c'est qu'on le voit directement sur place. On va visiter tout ça? Ouais, on peut y aller. Très Ouais. bien. Let's go. Merci Let's go. beaucoup. De retour sur la ferme des Gâtines Rouges. Là, tout de suite, on va voir le maraîchage avec Brenda. Et ensuite, nous verrons avec Philippe les grandes cultures. Et il nous donnera enfin sa fameuse technique pour stocker du carbone. Et là, Brenda et Philippe sont contents parce qu'il y a une amie qui... Bah, regarde, c'est quand même superbe. Ça se passe bien la cueillette? C'est le paradis. C'est vrai, c'est un peu la sensation qu'on a quand on vient ici. Alors, Donc ici, c'était un champ de colza avant. Colza, non. Colza, orge. C'était Orge. monoculture d'orge. monoculture d'orge. de partout. Escourgeon. Alors, savez-vous la différence, les amis, entre de l'orge et de l'escourgeon? Je vous laisse 2 secondes. 1, 2. C'est trop tard. Vous ne savez pas? L'escourgeon, c'est de l'orge avec 6 rangées. Sirop. Ouais. 6 rangs. Et avec de l'orge, bah, généralement, c'est plus pour faire de la bière, alors que l'escourgeon, c'est plus pour les animaux. Je me trompe? Si, l'escourgeon, c'est l'orge d'Assiran d'hiver. C'est pour la bière aussi. Ah bon? Oui, attends. Le RGT Planète, lui, est-ce qu'on peut l'appeler escourgeon? C'est qu'on sème au printemps, enfin qu'on sème même en hiver. C'est un orge de printemps qu'on sème en hiver pour la Bon, bière. là, on est en train de parler du maraîchage. Non, mais attends, on va normalement. pas dire n'importe quoi non plus. Ah bah là, c'est l'ingénieur. Là. Tout est fact-checké, attention. Bon, pendant qu'il cherche, Bon, oui, nous, c'était on avait un champ d'orge ici. un champ d'orge et on a fait ce chemin. En le décaissant, il y avait de la terre, donc on a fait les buttes. On a décaissé pour faire la bergerie. Ouais. Et donc on a fait cette butte-là qui est en S et qu'il a ensuite fallu végétaliser. Donc tu me demandais ce que moi j'ai fait. Ben, moi j'ai fait en partie ça. Et ici on a mis beaucoup de petits fruits. Ouais. Il y a du cassis, des groseilles à macro, casseilles, framboises plus loin et des herbes aromatiques. Donc beaucoup de romarin, de thym, différentes menthes. Et on entre après dans le maraîchage. Et alors juste avant qu'on entre dans le maraîchage, il me semble que Philippe a la réponse. De quoi? De l'esturgeon. L'escourgeon, parce que l'esturgeon, c'est des œufs. Hein. C'est des- Alors, Non, non, ici c'était un champ d'escourgeon, donc c'est bien de l'orge d'hiver, de l'orge d'Assiran, qui sert, oui, nourriture animale essentiellement. Nous avons bien eu la réponse. Voilà.
Là, je vois que toi aussi, tu cultives le liseron de Oh, façon ça, c'est terrible. assidue. Non, mais j'ai pas le temps là, donc c'est catastrophique. Cette butte, oui. Non, mais filme de ce côté-là, tout va bien. On s'en Là, occupe. d'Acaceille, Celle-là, qui est encore bien mûre. s'en Ah, on l'a occupe. pas goûté celle-ci? Ouais, on l'a pas goûté. Alors ça, il faut savoir, Brenda, à chaque fois que tu as un truc à me faire goûter, tu n'hésites pas. Moi, je suis là pour goûter des trucs. Alors, tu as Mais des toi menthes, aussi, Mmh. t'es là pour goûter. Merci, c'est gentil. des romarins, C'est Casseille là. des Donc, cassis. c'est un mélange groseille cassis. Cassis. Ici, c'est un Voilà. cassis. Voilà. Où ça, t'as un cassis? Là, Et alors, on Là. peut le goûter ou pas? Là. Bah t'en as eu. Ah t'en as pas eu à déjeuner, non? Non. Ah bah non. J'ai eu de la casseille, non, j'ai eu de la groseille macro et des groseilles. Ça, c'est merveilleux. Et alors, parce qu'on dit souvent que les petits fruits se plaisent sur un sol acide. T'as quoi là comme sol dans les buttes? Ça a été du sol qui a été beaucoup amendé parce que comme on est à côté de la bergerie, on met beaucoup de paille et de foin des brebis qui se sont retrouvés là. Donc le sol au fur et à mesure évolue. Donc là il y a la mare, l'eau des deux serres va dans la mare que nous avons creusée et qui sert ensuite dans les serres pour l'eau. Enfin, on récupère l'eau de pluie Oui, c'est ça. des serres. Elle est assemblée, tu vois le tuyau qui sort là. Et donc toute l'eau de pluie est récupérée là-dedans et resserre pour l'arrosage dans la serre. dans la serre. Et l'arrosage des plants qui Ouais. ne supportent pas l'eau du réseau, qui contient des chloramines et des choses, ça empêche les germinations. Donc il faut absolument qu'on prenne de l'eau de pluie de cette mare pour faire nos plants. Et alors, je vois que la mare n'a pas de bâche, donc vous avez une terre qui est pas mal argileuse. Exactement. Ouais, très argileuse. Très argileuse. Et donc la mare s'était étanchéifiée toute seule. En quelques mois, c'était étanche. Ça, c'est une chance parce que moi, j'ai de la terre très sableuse. C'est une chance. Je suis obligé oui, de mettre enfin, une bâche. Ouais. Ah, ben c'est un coup, hein, la bâche, le PDM, attention, hein, c'est très très cher. Oui, Très c'est cher, vrai. ouais. Et moi, comme je Plus, fais plusieurs mares, Ah C'est oui. devenu difficile à trouver même. Hein. en plus. Ouais. Ouais. Dépêchez-vous si vous voulez faire des mares en EPDM. Ouais, c'est Bientôt, même on ne pourra plus c'est si même vous avez trop un sol tard, hein. sableux. Là, vous avez la cabane dans laquelle on fait les ventes, mais qui est vide en ce moment puisque D'accord, normalement, ici, c'est la boutique. c'est la boutique, oui. D'accord. Ici, vous avez la serre à plant, Ouais. mais il reste plus grand-chose. Et là, vous avez les serres. Donc là, il y a les tomates, il y a les aubergines, les Là, courgettes, là, les carottes. c'est toi qui fais tous tes semis? La majorité, on n'a pas fait tout cette année parce qu'on s'y est pris trop tard. Ouais, et que, on a voilà. manqué, on a un peu raté là, des poivrons et des aubergines. Donc On a- on a dû en acheter un peu. Mais sinon, toutes les tomates, oui, c'est nous qui les avons fait. Et puis le reste, oui. Enfin, On peut aller voir comment Oui, vous oui. faites ici? Parce que là, du coup, déjà, quand je vois ici pépinière à plant, je me dis, la pépinière est très petite, il n'y a pas d'ouvrant. Il doit vite faire très chaud là-dedans. Ah, Oui. ben on peut oui, ouvrir mais les côtés. on ouvre les côtés. Ah, donc tu as, voilà, Ouais, c'est ouvert là. sur les ouverture côtés. au long pan. On peut ok. ouvrir de l'autre côté, sur L'autre, les longs pans. ici aussi? Ouais. Oui, oui, les deux côtés, oui. Vous avez dessous du sable et à l'intérieur une résistante chauffante. Avec un petit contrôle de température. Et puis on met un voilage par-dessus. Donc En ça hiver. permet d'éviter que nos plants gèlent. C'est pour maintenir hors gel, hein, c'est pas une serre chauffée. Et on peut remplir les bacs d'eau et les vider, récupérer Oui, non, l'eau. c'est vrai que d'habitude, mettre- on voit ça avec justement de l'EPDM. Là, c'est du lino en fait. Qu'est-ce que Oui, c'est que ça? c'est du C'est du lino. Ouais. du bête Et alors, lino. le lino, ça coûte combien par rapport à l'EPDM? Ah oui, ça n'a rien à voir. Ah ouais Ah bah Ah bah, oui. le lino, c'est pas par cher. rapport à l'EPDM, c'est gratuit. Ça, c'est un super tuyau pour Bah oui, nous bah oui. autres Ouais, Bah, ouais. évidemment. qui faisons du maraîchage et qui Évidemment. voulons faire des bacs à marée. Bah Parce oui. qu'on a vu plein de techniques, parce qu'en plus, là, c'est de la palette. La Oui, palette, ouais. Ouais, et lino. Donc palette, il y a du- lit de sable. Lit de sable. Alors Oui, là, oui. il faut faire attention parce que, ben, tu vois, là, le sable, en fait, il se tasse. Il se tasse. Et du coup, on est plus plat. Bon, enfin, on s'arrange. La grosse difficulté, c'est de faire qu'il y ait quand même une toute petite pente Pour pour pouvoir évacuer. évacuer l'eau facilement. Bah, c'est très difficile à avoir parce que bon, tu as quand même un petit mouvement de terrain. Enfin, tu peux avoir des changements malgré les parpaings, voilà. Et puis donc là, il y a la tonne à eau que l'on remplit de la mare et avec le tuyau, après, on remplit les bacs. Voilà. D'accord. Très intéressant cette Je trouve petite serre. qu'elle est très bien conçue quand même. Oui, super bien. très Ah, bien ouais, conçu, c'est hein. super intéressant. Ouais. Et là, effectivement, on peut en faire du plan. Il y a la nappe chauffante sous toutes les tables. Oui, Oui, Oui. oui, partout. oui, oui. Ah ouais. Ah non, attends, pas celle-ci. pas celle-ci. C'est Les deux. Les deux extérieurs. Oui, les Donc deux. ça, c'est plus pour fortifier le plan ici. Oui. C'est une table de germination là, Voilà, oui. Ouais, et on exactement. fortifie là, ok. Ouais. C'est un peu lent et on a perdu du temps cette année. Bon, on débute en maraîchage en même temps. Il faudrait qu'on se fasse une petite armoire de germination pour qu'on puisse lancer les plants, avoir la germination. Et puis tu as ton petit plant de tomate. Puis c'est dans le noir. Hein, et avant que ça ne file, tu le sors et à ce moment-là, tu mets à la lumière. Mais c'est la seule chose qui manque là, je dirais. Et puis cette tonne à eau est vraiment pratique parce qu'on y met l'eau de la mare, là à côté, l'eau de pluie qu'on a stockée. Et on remplit la tonne là et ça nous permet de faire nos plants ici et d'arroser avec de l'eau qui est propre, quoi.
Comment tu l'as rempli ta tonne là? Parce que je vois le tuyau des. J'ai une pompe, pour sortir. j'ai une De l'autre pompe de côté. surface. Et qui rentre au-dessus. Bah, qui rentre qu'on par met ou au-dessus, qu'on oui, enlève. qu'on- Hein. C'est Je- un je tuyau peux aller voir d'arrosage. vite hein. fait. Non, il n'est pas mis là, il n'est pas Il est mis. pas Ah, il est mis. pas mis, d'accord. Mais on peut aller voir C'est sur quand le tu vois côté. que ta tonne, en fait, Voilà, elle c'est est ça. plus remplie, Voilà. hop, tu te Voilà. mets un petit coup Je de. mets un petit coup d'eau. Mais Ouais. en Vallon, on fait plusieurs mois avec la tonne. Hein. Il y a 1000 litres. Ici, on n'utilise pas pour les plants beaucoup d'eau. C'est une chouette idée également, du coup. Et donc après, Pierre voulait qu'il y ait là, mais on s'en est pas vraiment servi. Comme tu disais, une acclimatation des plants. Ouais. Pour qu'ils n'aillent pas directement à l'extérieur. Mais on n'a pas planté, nous, il devait y avoir normalement une couverture sur ce grillage, mais Ici, ça n'a pas d'accord. été fait. Il y a encore du boulot à faire là. Ouais. Ok, d'accord. Mais Là, c'est l'idée, pour préparer les mises en pot. ça aussi, c'est vachement bien. Tu mets ta terre et tu es à bonne distance, et puis tu remplis tes pots et tu fais tes... T'es à hauteur Tu vois. d'homme, t'es pas penché, t'es bien pour Là. travailler. Pour faire tous tes semis, c'est vachement bien, je trouve. Ok. Tes rempotages, tu les fais là. C'est de la récup et ça te coûte pas cher, quoi. Une vieille baignoire. Et alors, sur la tonne à eau, là, vous avez mis un film noir. C'est pour réchauffer l'eau? À la fois pour réchauffer l'eau, mais surtout pour empêcher que la lumière se mette. Et donc, tu as à ce moment-là des algues qui vont proliférer. Mais en effet, le noir permet en demi-saison que ça se réchauffe aussi plus vite. Parce qu'on Donc, veut est-ce de qu'il l'eau faut- à température pour les plants et voilà. Donc, est-ce que c'est pas mieux d'acheter directement une tonne à eau noire? On peut aussi, mais là c'est de la récup. Les tonnes à eau classiques, on a mis un film noir autour. Ok, mais ça, c'est pareil, Donc, nouveau tips super intéressant. C'est pour donc, éviter la c'est- prolifération des algues. Oui, oui. Ok, génial, Mhm. trop bien. On arrive à côté des serres. Quels sont les itinéraires techniques dans les serres? Comment vous vous y prenez? L'itinéraire de base, c'est de faire la rotation des tomates essentiellement, qui sont peut-être les plus sujettes à maladie. Donc on a 3 serres, et donc les tomates se déplacent d'une année sur l'autre chaque fois. L'année prochaine, elles iront là, et l'année d'après, dans l'autre serre. C'est important d'avoir une serre différente pour les tomates pour casser le cycle. Il n'y aura pas de tomates ici pendant au moins 1 an. C'est une sorte de vide sanitaire pour la tomate. Pour les maladies comme le mildiou et d'autres, c'est bien. Et alors au niveau fertilisation, c'est compost fumier de cheval et puis paillage systématique. Il y a un travail du sol qui est fait? Non, Surface. le C'est-à-dire que moins là, possible. là, quand la culture sera terminée, La culture sera on terminée. l'exporte, on la laisse ici. On va sortir tous les plants. On les brûle ou enfin on les met à part, on les réutilise pas. On Ok. essaie de garder la matière organique dedans et au contraire on en rajoute. Quand on fait le désherbage, par exemple, on met tout dans le passe-pied. Et donc le passe-pied, au fur et à mesure, on marche dessus, il se désintègre. Et après, dans le travail du sol, on met tout ce qu'il y a dans le passe-pied qui s'est décomposé, on le remet sur la planche, et puis on remet du foin ou de la paille dans le passe-pied, etc. Donc ça se régénère comme ça. Après cette culture, donc on exporte. Et pour la culture que vous allez remettre derrière, pareil, pas de travail. Il y a un nouvel apport de matière organique qui est mis et Oui. vous plantez dedans? On fait un apport de compost, on a fait un gros apport ici parce qu'on va mettre des tomates qui sont gourmandes. Mais après les tomates, là on va rien mettre. On va faire des légumes feuilles ici l'année prochaine. Il n'y aura pas besoin d'encore rajouter de l'amendement. Hein. C'est bon là pour 2 ans. Trop d'azote aussi, c'est pas bon pour les cultures. Donc il y a un dosage à faire et un apprentissage qu'on va devoir faire pour doser exactement les apports. Ok. Donc finalement, là, c'est la technique un petit peu, j'ai envie de dire, jardinier maraîcher de la couronne parisienne à Un l'époque. peu, oui. c'est un- Encore c'est un- qu'eux faisaient leur plan carrément sur du fumier. Oui. Ils démarraient leur plan, tout ça, avec des cloches en verre. Ouais. Et ils démarraient encore plus tôt. Je crois qu'ils arrivaient à produire des tomates plus tôt que ce qu'on va arriver à faire cette saison-ci. Oui, mais là, on n'a pas eu beaucoup de lumière et pas beaucoup Non, de soleil. On n'a pas eu de Donc, chaleur, cumul de c'est- chaleur et de lumière était lamentable cette saison-ci. un peu particulier aussi. Vous me dites si je me trompe, mais il y a du plan F1 et du plan population sur les tomates. Il n'y a pas de F1. C'est que Zéro du F1? population. Zéro F1. Même les gros là-bas du fond. Ouais, C'est on quoi a comme notre variété semence Chez qui? 1001 graines. Oh, mais je les connais pas, eux. Un sélectionneur en Normandie, que des variétés Bleu de Cotentin. anciennes. Tomate bleue du Cotentin. Ouais. Tomates, Jamais entendu parler. Et ça? Château de Chartres. Ok. C'est que des variétés anciennes récupérées. Et quoi, développé. chaque ligne est une variété différente? Non, bah Non. non, parce que... Non, parce que dans les lignes, ça oui, change. quelquefois ça change au milieu. Hein. Ok. Mais alors là, sur les aubergines et les poivrons, il y a du Ça, F1. c'est- Ces variétés Oui. Sanson, ça a été acheté les plants là. Oui. Ouais. Parce que là, Aubergines, pour les le coup, si tu me poivrons, dis que tu n'as c'est- pas eu de soleil et On n'a pas pu Non, faire non, avoir des gros plans oui, comme oui, ça sans que oui, ce soit on n'a F1. pas fait oui, nos oui. graines Parce que là, c'est mouse costaud là déjà. sont pas- C'est des beaux pieds. Hein. Waouh. Ils sont arrivés, ils étaient comme ça. Hein. C'était Ouais, pas- ouais. C'est le Première, gars avec clair de lune. Voilà, les aubergines commencent à arriver, là, Ouais. tu vois. Ah ouais, ouais, j'ai vu. Ça, c'est aussi un bon Grosse fête. truc, c'est les haricots.
qui grimpent là-dessus et c'est génial, vraiment. Génial pour la cueillette. Hein. Ah ouais, génial pour la cueillette. C'est vous qui avez arqué C'est les Pierre grilles qui avait exprès, fait là, ça, comme Ouais, des deux Je vais côtés. montrer d'ici. Tout ça pour les haricots, pour les concombres, pour tout Ouais. ce qui grimpe, c'est vraiment bien. Parce que la cueillette est très agréable et on peut y accéder des deux côtés. Enfin, c'est vraiment Cueillette bien. plus ombre, parce qu'une fois que le soleil devient prégnant, fort, bah, ça vous fait une ombre aussi, donc ça Ouais, protège un peu l'intérieur de la serre. Hein. C'est une double fonction. Ok, très bien. Alors là, on voit ces deux serres là, avec donc du coup là la serre poivron, aubergine et à côté tomate, plantées assez densément. On a des problèmes de maladie. Avec quoi on traite? Non, on ne traite pas. Non. On a eu, l'année dernière, les aubergines étaient dans la serre là-haut et il y a eu des doryphores parce qu'il y avait eu des pommes de terre à côté. Et donc c'était tous les jours où on venait écraser les doryphores. Je passe tous les jours, mais il n'y en a pas cette année. Il y a Mais eu un début, oui, mais on les a pris très tôt. il y a eu les autres années, oui, enfin sur les tomates, il y a eu des choses, ou sur les concombres et les courgettes. Ouais. Mais là, on fait attention de met maintenir un très peu- aéré pour éviter toute espèce de maladie fongique. Donc c'est vraiment la clé, ça. Quitte à avoir moins de température dans la serre, on préfère aérer, même laisser ouvert la nuit, pas avoir de concentration d'humidité. Une fois qu'on passe les 20 degrés et que vous avez beaucoup d'humidité, vous laissez ça la nuit macérer. C'est la porte ouverte aux maladies fongiques. Donc jamais eu de traitement. Là, pour le moment, non. De quoi que ce soit. Non. Non, C'est fou ça. il n'y a pas besoin. Bah, il n'y a pas besoin, ça dépend. Si tu n'as pas de maladie, Oui, Non, oui, non. oui. oui, il n'y a Et pas puis besoin. le traitement, qu'est-ce qu'on aurait comme traitement à disposition Non, à mais part t'as des épandre purins. du petit lait ou quelque chose comme ça, mais Bon, du cuivre. non, ça, on essaie d'éviter. On a mis de l'antilimace, oui, ça oui, sur les côtés. Oh là. Parce que là, cette saison-ci, c'était tellement humide qu'on a eu une invasion Ah oui. d'escargots et de limaces. Escargot ici, c'était incroyable. Donc il a fallu vraiment mettre l'antilimace, qui est autorisé en bio, hein, mais c'est du phosphate de fer, des deux côtés des serres pour empêcher les arrivées de... Oui, mais enfin, ça n'empêchait pas. Oh, quand même. On hein. ramassait, on allait donner aux poules. Ça, Ah c'est oui, oui, sûr. on a ramassé des seaux entiers d'escargots, les poules se sont régalées. Voilà, alors ensuite, il y a la partie extérieure qui est beaucoup moins développée. Voilà, c'est là où ça se réduit beaucoup parce que autrefois il y avait tout le reste qui était cultivé. Bah, là, moi, j'ai pas pu seul faire plus. Donc il y a juste ces plants-là et puis l'autre serre. Parce qu'en fait, c'est ça qui est assez incroyable ici aussi. Bah, c'est de l'agroforesterie quelque part, hein, sur maraîchage, mais Ah oui, tout il y a à des fait. fruitiers de partout, quoi, hein, Oui. Oui, oui, oui. qui sont déjà plantés. C'est vous qui les avez plantés, Oui. ils étaient là Oui. avant? Ah non, 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 il n'y c'est avait nous qui rien. les avons mis, il y avait C'était rien un ici. champ, Il y avait on t'a rien. dit. Rien du tout. C'était Donc, un Donc ça veut champ. dire que la majorité des arbres que je vois, ils ont donc depuis 2015 ou 2018, 2011 18. Ah, 18. Oui. Ce prunier là, Oui. Ah, oui. il a que 6 ans. Oui. Il est beau. Et là, tu as des sureaux, tu vois, mais tu as Oui, là, Voilà, celui-là exactement. aussi, il donne beaucoup. Celui d'à côté là-bas? le Ouais. petit, oui, il est Celui-là, déjà il va chargé, donner, oui. hein, Brenda, là, pour la première année. Ouais, Ouais. regarde, là, il y en a Oui, plein là-haut. oui, bah, ça va être les premières années où on va avoir des fruits, hein, c'est sûr. Ouais. Parce Ah ouais. que- Trop bien. Il y a du fruitier en fait de planter vraiment de partout, surtout À peu près, sur oui. toute la zone maraîchage? À peu près, oui. Oui, Ok. parce que ça donne de l'ombre aussi. Ça oblige à un travail manuel parce que tu ne peux plus passer des outils, ça c'est sûr. Mais bon, c'était le choix qui était fait au départ. Les fruitiers, c'est vous qui les avez plantés, tous? C'est Jérôme, le premier maraîcher. Oui, le premier était maraîcher qui était là, qui a Oui. planté des fruitiers. Et vous savez s'il y a eu un travail de taille, de protection des cultures? Qu'est-ce que... Pas trop sur les fruitiers, c'était fort laissé à soi-même. C'est moi qui les ai taillés un peu là, mais Ouais. c'est une taille pour la culture en dessous et pas une taille de fructification pour le moment, parce que je ne pouvais pas tout faire. Donc c'était plus une taille pour pouvoir passer facilement dessous et que ça ne gêne pas les cultures maraîchères qui étaient faites en dessous. D'accord. Et au niveau des traitements, il n'y a rien eu du tout non plus? Non, rien. Attaque d'animaux? Ça a été clôturé ici, donc il y a très peu d'animaux qui s'aventurent. La minimo ou sauvage, oui. Il y a la cloque du pêcher, oui. pas. Il La y a cloque des... du péché, on a, oui. Ah Là-bas. bah, si tu me dis que c'est humide, c'est pas étonnant, hein? Bah oui, oui. Bah, ça... Et on n'a rien fait surtout. Mais après, il y a des pêchés qui vivent très bien avec la cloque, hein. Oui, Oui, Ils c'est chopent vrai. leur cloque, ils oui. produisent, et puis c'est comme Oui, ça, oui, et puis c'est c'est pas tout. grave. Là, il se débrouille. Voilà, donc là, il y a des courgettes, il y a des salades diverses. Et il y a surtout un être humain qui pousse tout seul dans la serre, c'est quand même incroyable. Un être humain qui s'appelle Maxime et qui est woofer actuellement. Et là, des belles courgettes, là. Oui, il y a des courgettes, il y avait des navets, mais enfin, ça n'a pas beaucoup de succès, le navet.
Et puis là, des salades, mais qui sont montées en paumé, graines. ouais. La moutarde, le misunal, la roquette et du mesclun. Et là, qu'est-ce qui a été récolté au milieu là Ben non, là c'est la moutarde, mais on l'a coupée parce qu'elle était montée en graines. Peut-être qu'elle va repousser, mais j'ai pas. Et donc, à nouveau, cette technique Oui, pour les haricots. pour oui. les Et haricots, les concombres, concombres, aussi. ouais. Ouais. Tout ça est au goutte à goutte. Sur ces planches-ci, par contre, vous n'avez pas fait le paillage qu'il y Oui. avait là-bas. Oui, c'est vrai. On devrait l'installer encore. Je pense qu'on va aussi alterner entre paillage et des bâches de culture. Des toiles tissées parce que là c'est vraiment fastidieux. Les toiles tissées n'empêchent pas la vie du sol. C'est quand même beaucoup moins de travail, quoi. C'est bien, c'est sympa d'avoir des woofers qui viennent désherber, mais bon. L'idée du woofer, c'est qu'ils viennent pour se former, apprendre. Et il faut qu'on puisse s'en passer aussi. Il ne faut pas que c'est pas l'objet non. qui soit Non. indispensable. Et là, je pense qu'on aurait quand même du mal si on devait tout désherber rien que nous deux. On va réfléchir à incorporer dans la rotation peut-être une année de bâches tissées pour justement avoir un désherbage qui soit en profondeur, un peu comme les prairies dans nos grandes cultures. C'est marrant parce que hier, justement, avec l'agri avec qui j'étais en agriculture, je lui disais, nous, dans le maraîchage, nos bâches, c'est l'équivalent de ton glyphosate. Mais bon, t'as raison, c'est plus oui. l'équivalent si on va au bout de du Oui. raisonnement. Au bout du raisonnement, c'est l'équivalent de la prairie. Mais ceci dit, moi, je trouve que la bâche plastique ressemble plus à du glyphosate qu'à de la prairie, dans le sens où la prairie c'est avec du tes plastique. broris, c'est naturel, alors que nos bâches plastiques, c'est du plastique, c'est du pétrole, et le glyphosate, c'est un dérivé d'énergie fossile également. Tout à fait. Enfin, la bâche se réutilise, le glyphosate. Pas indéfiniment, Non, pas indéfiniment. Pas indéfiniment, non, non, non. alors que la prairie et les brebis, oui. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on a encore besoin de moi? Tu veux partir, Brenda, j'ai l'impression Oui, que tu veux nous dire. J'aimerais faire avec les fleurs. Ah, alors vous allez faire des bouquets pour décorer. Voilà. Ça Les va être tables. beau ce soir, ça va être beau. Trop bien. Et bien alors maintenant, est-ce que on ne tiendrait pas enfin la promesse qu'on tient depuis notre interview, Philippe, à savoir donner le secret pour stocker du carbone? Ce que je vous propose, c'est de commencer la visite par la butte, d'où on a une vue complète sur toute la ferme. Ok. Nous on retourne sur nos pas avec derrière nous Feu la bergerie. Qu'est-ce qu'on en fait de cette bergerie maintenant? Elle va rester une bergerie. Ah oui? L'agriculteur qui reprend les terres a des moutons, il est dans le même système que nous. D'accord. Donc il l'a déjà utilisé pour la tonte cette année, pour des mises bas d'agneaux dans ces conditions très humides qu'on avait. Donc elle va continuer à fonctionner en bergerie. Bergerie elle est, bergerie elle reste. Alors ça c'est la terre de décaissage du hangar qu'on a mis en forme. C'est une sorte de S comme ça. L'idée étant d'avoir, parce que la terre était en vrac là, et on s'amusait à grimper dessus, et c'était formidable d'avoir un point de vue surélevé sur toute la ferme. Et donc la personne qui faisait le pelletage était un as, et il nous a fait cette espèce de forme magnifique en S. Donc on a couvert de fleurs et de plantes, et qui nous sert de point de vue. Donc d'ici on voit toute la ferme. Donc là on peut voir toute la ferme. On voit toutes les parcelles, quasi toutes, hein. Ouais, tout autour de nous. C'est très Il beau. faut quand même imaginer en 2018, vous aviez ici un champ d'orge et de l'autre côté de la route que du blé. Donc c'était le désert, hein, quelque part, au niveau écologique. Donc Brenda a fait un effort énorme pour remettre des haies. Il y a 3,5 km de haies qui ont été remises depuis 2019. Et au niveau grande culture, au lieu de 2 parcelles, on en a aujourd'hui 27. Donc on a divisé le parcellaire en petites parcelles de 2 ou 3 hectares. Donc vous voyez en face une Donc parcelle. c'est-à-dire, voilà. Là, si en on- face, il y a une parcelle de pois qui est en fleurs, la parcelle verte là. La parcelle verte là. Ensuite, Là, vous avez une prairie. une prairie. ensuite... Ensuite, vous avez 9 hectares de maïs. Ah, c'est du maïs là-bas? Ouais, ouais. Et puis de nouveau de la luzerne. Pas... Là où il y a l'ensilage là-bas. Oui, c'est des prairies. Donc C'est les tiennes aussi? C'est la première coupe, oui, oui. Première Ok. coupe de luzerne. Une partie a été ensilée, l'autre partie est partie en foin. Vont servir pour les brebis de l'agriculteur qui reprend. D'accord. Et donc toutes ces parcelles sont séparées par des bandes herbeuses permanentes qui sont des réservoirs à biodiversité parce que comme on n'y touche pas, par définition, vous avez plein de faune qui s'installe là. L'idée c'est d'avoir les fameux carabes qui vont venir manger les larves de limaces et tout qui nous dérangent. C'est des bandes aussi qui ont des fleurs, hein, et des parties fleuries qui peuvent abriter des guêpes parasitoïdes là, qui vont s'occuper des pucerons. Donc l'idée c'est de fonctionner avec la biodiversité pour éviter de devoir utiliser des produits de synthèse pour les cultures. De toute façon on est en bio, nous on ne peut pas en utiliser et on ne veut plus en utiliser.
Et alors d'ailleurs, on Alors- pourrait s'amuser à refaire les parcelles ici. Là, on les voit bien aussi. Donc là, tu as la première, c'est de la prairie, celle-ci. Ouais, c'est la prairie devant la bergerie, ça c'est une prairie permanente. Ouais, ok. Ensuite, tu as à nouveau une prairie. Oui, parce que j'avais 2 prairies côte-côte, tu vois, les entrées là qui permettaient au bétail d'aller d'une prairie Ouais. à l'autre. Ok. Parce qu'on avait 250 brebis et puis on a eu 180 agneaux, donc il fallait que ça puisse circuler. Ensuite, Après, on avait, là, la terre a été travaillée. Ensuite, je voulais faire un millet et les conditions météo. On va le faire quand même, mais on n'est pas sûr d'aller au bout de la culture. Ensuite, il y avait un blé. Ça reste une prairie en trèfle. Et puis après, il y a une prairie pleine de cailloux, on ira voir. Donc là, ça a été préparé. Je dois encore faire un passage d'outils, mais on va décaillouter. ok. Donc on va faire venir là prochainement une de ces ramasseuses à cailloux pour enlever les cailloux parce que c'est devenu inculte. Et puis on a encore 2 parcelles de luzerne là derrière. En tout, il y a 100 hectares. Dans 100 ces 100 hectares, il y a 20 hectares de bois. Les bois qui sont derrière, le bois qui est là, et le petit Ok. bois qui est ici, là aussi derrière. Ok. Donc, on a vraiment tout ce qui est autour du bâtiment. Ok. Ce qui en fait une ferme d'élevage idéale, hein, parce que quand on parcellaire est aussi groupé, c'est une chance. Donc en plus, bordé de forêt, les replantés, Ouais. les parcelles découpées. C'est incroyable. Hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette pratique, de tout ce qu'on a mis en place, ça fait revenir la biodiversité, mais à toute allure. À la fois la microfaune, parce qu'on a une étudiante qui, dès 2017, est venue dénombrer les carabes ici, alors qu'en culture classique, elle dénombrait 2 variétés de carabes. Chez nous, elle en a dénombré 35 variétés. En nombre, c'était à peu près égal. Mais nous, on avait des variétés de carabes carnivores. Dans les cultures conventionnelles, c'était des carabes véganes ou je sais pas, non, végétariens, parce qu'il n'y a plus de microfaune, tu vois, il n'y a plus de nourriture pour autre que des déchets végétaux. Donc c'est intéressant comme conclusion de son mémoire. Mais après, on a vu les oiseaux revenir, les passereaux. Ça, c'est le meilleur indicateur qu'il y a des insectes qui sont revenus coloniser partout. On a beaucoup d'oiseaux. On a même revu l'année dernière un épervier. Alors l'épervier, c'est un chasseur d'oiseaux. On a des alouettes. Puis si on se tait, on entend. Il y a des oiseaux. Et alors, on a toute la gamme des rapaces nocturnes et diurnes. Donc chouette chevêche, chouette effraie, même une hulotte là dans les bois qu'on entend parfois. Puis en diurne, on a les faucons cresserelles, buses, busards de Saint-Martin. Donc c'est une fois qu'on arrête le travail du sol, bien sûr on a plus de rongeurs, hein, des mulots campagnols, qui sont la nourriture de tous ces rapaces, donc ils reviennent pour s'en occuper. Les renards aussi, j'essaye d'empêcher les chasseurs d'éradiquer le renard, qu'on en a besoin. L'essentiel de la nourriture du renard, c'est les rongeurs, c'est 70% de son alimentation. Donc nous, on a besoin de au moins, je dirais, 3-4 renards sur 100 hectares, c'est pas trop. Donc il en faut. C'est un équilibre à trouver et voilà, on essaie de le trouver. Mais c'est magnifique de voir à quelle vitesse ça revient une fois qu'on change les pratiques. Je ne sais pas si vous le voyez à l'image là, sur la prairie, avec le vent, ça danse, on se croirait dans un dessin animé de Miyazaki. Les petites fleurs jaunes, c'est du lotier corniculé, qui est très très bien à avoir dans une prairie. Donc non seulement c'est nourrissant, ça structure le sol, mais ça résiste très très bien à la sécheresse. Donc, et les animaux, ils en raffolent. Donc, on a essayé d'avoir des prairies très variées. Raies gras, dactyles, en graminées, on a trèfle blanc, trèfle violet, lotier corniculé, des fétuques rouges, fétuques élevés. Oui, ça permet d'avoir quelque chose de résilient. Plus on met des variétés différentes, plus c'est résilient au niveau installation. Et alors, en parlant de résilience, il y a un truc qui est peut-être pas trop résilient, mais dont on peut pas trop se passer, c'est les tracteurs. Ah oui, les tracteurs. On va en voir quelques-uns ou pas? Oh, on peut aller voir le mien si tu veux. Ouais? Il est petit le mien. Hein. C'est vrai? Ouais. Alors petit, moi je me méfie une fois de plus, qu'à chaque fois quand vous dites petit, les agriculteurs, à chaque fois je suis étonné. Petit, il fait 140 chevaux. Ça va. 160 au Ça maximum de sa puissance. Il a une petite réserve là. Ça va. C'est Mais juste 10 ça fois reste plus que le mien. raisonnable, C'est quoi. pas... Ouais. Mais ça reste raisonnable. Enfin bon, la taille du parcellaire, on n'a pas. Et puis on tire plus de charrue, on n'a plus besoin d'une puissance pareille au niveau du tracteur. Mais oui, le tracteur, tu sais, moi je pense que la dernière goutte de pétrole, elle ira dans un tracteur. Moi, quand je sors le tracteur, c'est Pharaon qui sort avec 1200 esclaves hébreux derrière lui. Ou ça pourrait être Pharaon, d'ailleurs. Tu vois Monica Bellucci, là, sur son char, là. Je la vois face à la plaine, elle crie aux adventistes aux mauvaises herbes. « Vous n'êtes pas ici, chez vous, chez vous, chez vous !» Tu sais,
Et puis derrière, tu as 1000 bonshommes hein, avec leurs petites houlettes en train de gratter le sol. Mais chaque fois, je pense à ça quand je suis sur mon tracteur. Tu vois, la démultiplication de la force. Et tout ça pour 30 litres, allez, 50 € de l'heure de gasoil, quoi, de GNR. T'imagines s'il fallait loger les 1000 bonshommes, là? Après, quand ils ont fini leur journée, ça fait 1000 petites tentes, quoi. Si tu leur donnes 10 mètres carrés, c'est déjà 1,5 hectare. Si tu leur donnes 100 mètres carrés, c'est pas grand, c'est un carré de 10-10 pour qu'ils mettent leur tente. Ben, tu es parti pour des hectares là, hein, de tentes. Il faut leur donner à boire, il faut les nourrir, etc. Moi, mon tracteur, on va aller le voir. Hein, il est bien tranquille là, à l'abri, il ne demande rien. Non, 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 le travail du sol, même si c'est superficiel, ça demande soit beaucoup de temps, avec peu de personnes, ou beaucoup de personnes pour un temps court. La pénibilité est hallucinante hein, du travail, même en surface. Donc oui, la dernière goutte de pétrole, c'est pour le tracteur. Avant qu'on aille voir le tracteur, on est passé devant un outil et tu as dit qu'il y a un outil qui a fait peur à Brice. Non mais Brice, il adore apparemment la mécanique et il s'est posé des questions. Il se demandait qu'est-ce que pouvait bien faire cet engin bizarre. C'est vrai qu'on n'en voit pas souvent des engins comme ça, ce sont des prestataires de services qui ont ça. Moi, il se trouve que j'ai pu acheter ça d'occasion dans des bonnes conditions. Alors, c'est un retourneur d'andin. Retourneur d'andin. Tu vois ce grand rotor là? Ouais. Il vient sur un andin de fumier. Donc, un andin, c'est un tas en longueur. Il vient, il est sur le côté du tracteur. Donc, tu as ton tracteur qui avance et tu as l'engin sur le côté. Il vient retourner le tas de fumier pour remettre de l'oxygène dedans et relancer le compostage. D'accord. Donc tu peux faire ça 2 fois par an. Ça permet de relancer, que ça se composte plus vite et mieux. Où est-ce que tu as des andins de fumier comme ça? Ah ben j'en ai, il faudrait remonter sur la butte. Mais là, à côté de la forêt, j'ai une fumière. Mais ça change de place, hein, c'est en bout de champ en général. Et c'est du fumier simplement qui était dans la bergerie? Qui était dans la bergerie, et plus que tu mets un endroit. Du fumier, on a pas mal de centres équestres. Et donc on leur fait la vidange gratuitement, mais on récupère ça en matière organique pour mettre sur nos champs. D'accord. Ça c'est intéressant, on s'en sert aussi pour le potager. Donc en fonction des qualités de fumier, on va les dispatcher soit au maraîchage, soit pour les grandes cultures. D'accord, ok, super. Donc, comment est-ce qu'on fait fonctionner ça une fois de plus? Il nous faut ce fameux tracteur. Eh oui, il nous faut des chevaux vapeur là. Alors on va aller voir les chevaux vapeur. Les chevaux pétrole plutôt, on va les voir. Philippe, Yes. je te laisse nous présenter ta bête. Ma bête, ouais. C'est un tracteur quoi. Non, mais c'est un... Bon, alors, c'est-à-dire que moi qui ai l'habitude de faire du maraîchage, pour moi c'est un peu plus qu'un tracteur si tu veux. Ben, c'est un tracteur très simple, hein, vraiment de base. 140, c'est 140 chevaux. Ouais. Okay, la série 6 chez John Deere. Ça coûte combien un bestiau comme ça? 9 Ouais. 120 000 balles. Tu l'as eu d'occasion? Oui, oui, d'occasion, ouais. Moitié du prix, un peu moins que la moitié, donc voilà. Avec un relevage à l'avant qui permet d'accrocher un poids, si tu as des outils très lourds derrière. Ouais. Tu as un relevage arrière pour tous tes outils portés. Et puis une prise de force qui permet de faire tourner des engins. Donc c'est très basique hein, comme Et tracteur. alors, toi, au niveau des engins, qu'est-ce que tu as? Parce qu'on a vu du coup pour bouger les andins, mais c'est pas ça ce que tu utilises au quotidien pour travailler. Non, bien sûr que non. Non, non, non. Donc on a ce tracteur qui est le tracteur de base. Donc nous, on n'a pas une grande surface, hein, 66 hectares en culture, c'est pas énorme. On a une fraise qui peut aussi servir de semoir, un déchaumeur à disque. C'est des disques qui permettent aussi un travail superficiel du sol, équipé également d'un semoir. Ça, c'est idéal pour semer un couvert, par exemple. Et puis, j'ai un outil avec des pas de doigts, un Terrano, qui permet aussi un scalpage en superficie. Voilà, ça, c'est les outils principaux de travail du sol. Donc, qui permet de travailler sur un horizon de 5 cm maximum. Ah oui, oui, très très léger. Et par exemple, pour désherber, tu utilises quoi? La fraise, le Terrano, les disques, en fonction de l'état du sol, des possibilités de passage des outils, essentiellement. Ouais. Ok. Bon, je sens que ta passion, c'est pas le tracteur, c'est de nous expliquer comment on stocke du carbone, et j'ai envie qu'on aille voir ça sur place. En fait, oui, stocker du carbone, je me suis rendu compte que finalement l'agriculture était le moyen le plus vertueux de stocker du carbone. C'est le seul stockage du carbone de l'air qui marche. Le teasing qui vient de te faire là, mon gars. Donc là, nous sommes entre deux parcelles à toi. Une qui est très facilement reconnaissable, c'est du maïs. Et une, a priori, c'est de la prairie. Une prairie de luzerne, oui. Luzerne prairie dactyle. De luzerne. Alors, luzerne dactyle, alors ça, c'est la luzerne, c'est celle-ci? Oui, on voit la luzerne. Hein. C'est ça? Ouais. Et le dactyle, c'est l'herbe du coup? Voilà, c'est de l'herbe, oui, c'est une graminée. C'est quoi la différence entre avec le raigrats par exemple? Le dactyle est beaucoup plus résistant à la sécheresse que le raigrats.
D'accord. Et pour moi, plus facile à dégommer aussi. Il y a moins de risques de repousse. Voilà, c'est complémentaire avec la luzerne. Donc là, on voit bien qu'il y a une première fauche que tu as mis en enrubanné. Oui. Et alors, l'enrubanné va partir pour qui? Alors l'enrubanné, c'est une réserve de fourrage pour les brebis, de l'agriculteur qui va reprendre les terres la fin d'année. Donc il met déjà ses brebis. Donc cet enrubanné-là va servir pour ses agnelages. Ou si on a un manque d'herbe à un moment donné, on va pouvoir donner ça en fourrage aux brebis. Mais alors, du coup, effectivement, il y a plusieurs parcelles et tu parlais de prairies. Mais en fait, c'est pas des prairies à brebis. Les brebis ne viennent jamais là parce que je vois pas il n'y a pas de clôture autour. Les brebis étaient là cet hiver. Donc, Ah oui? Oui. Et alors, On est en clôture mobile. Que de la clôture mobile? Oui, on a de la clôture mobile, soit des filets, soit 3 fils. Là, on a un système Spider Pack néo-zélandais, très très pratique. Donc en 1 heure, on a clôturé 1 hectare sans problème. Ah ouais? Ah oui. Et mais c'est électrifié? Et c'est électrifié, oui. Avec un petit panneau solaire ou Avec comment? une batterie de voiture et un électrificateur classique. Ça Ok. marche très bien. Puis comme on les électrifie avec les agneaux très très jeunes, les agneaux apprennent très vite et on a un troupeau qui respecte le fil là, sans aucun problème. Ok, super. Et là, c'est le moment où tu nous livres tes secrets, Philippe. Comment on stocke du carbone avec tout ça? Alors, moi j'ai essayé du stockage du carbone industriel en récupérant ça derrière les centrales à charbon, à gaz. Là, je fais partie d'un programme avec la société Soil Carbon Capital, qui est une société belge qui rémunère les agriculteurs pour le stockage du carbone. Donc ils ont développé un programme certifié de calcul, c'est audité, et en fonction des pratiques de travail du sol de l'agriculteur, on peut calculer le carbone qu'il va stocker. Donc ici, c'est très vertueux parce qu'on a une prairie en tête d'assolement pendant 2-3 ans. Alors on imagine bien que les racines de la luzerne qui est là, qui plonge à 4 mètres de profondeur... Ça plonge à 4 mètres une racine de oui, luzerne? ça va chercher... la luzerne, elle est increvable. Il peut y avoir une sécheresse canon, ce sera toujours vert ici. Ok. On a eu des sécheresses là, les prairies luzernes sont vertes parce qu'on a des terres profondes et la plante va chercher l'eau aussi loin qu'il faut. Donc ça vous structure le sol, ça vous met des racines, c'est-à-dire de la matière organique, du carbone, au cœur du sol, jusqu'à 4 mètres de profondeur. Les graminées, elles, vont nourrir tout un système de champignons en leur apportant du sucre. La luzerne va laisser, avec ses nodosités, elle va laisser de l'azote. Donc on a de l'humus qui va se créer dans le sol. Les vers de terre vont brasser tout ça, ils laissent une substance visqueuse qui s'appelle la glomaline. Et l'assemblage terre, plus déchets de matière organique, plus glomaline, plus tous les déchets qu'il y a, ça forme ce qu'on appelle l'humus avec les champignons. Donc c'est un complexe vivant dans le sol. Plus il y a d'humus, plus il y a de carbone. Et si on ne retourne pas les horizons du sol par le labour, cet humus qui reste là et c'est une éponge à eau, à nutriments pour la culture suivante. Et c'est un piège à carbone extraordinaire. J'avais fait un calcul sur le dos d'une enveloppe. Si toutes les cultures du monde, les terres arables, étaient conduites de la même façon, on pourrait effacer quasi toutes les émissions de nos consommations d'énergie fossile chaque année. Donc attends. Donc on a une capacité... Là, excuse-moi, tu es en train de nous annoncer quelque chose d'énorme quand même. Non, comment ça se fait qu'on ne le fait pas? Comment ça se fait qu'on ne le fait pas? Ça nécessiterait de changer complètement tout le système de l'agriculture mondiale. À commencer par la façon dont on s'alimente. Parce qu'on n'arrivera pas à changer l'agriculture si on ne change pas aussi notre façon de manger. Donc si on veut nourrir la planète avec du hamburger, on ne peut pas y arriver avec ce genre de culture-ci. Si on passe aux légumes et à la viande élevée à l'herbe, ça devient possible dans un système vertueux. Donc on voit qu'il y a des habitudes alimentaires vraiment à changer. Donc, voilà. Donc tu es en train de me dire que simplement en faisant de la rotation de culture, en polyculture, on peut stocker tout le CO2, toutes les émissions de l'humanité. Si on prend toutes les terres arables de la planète. Oui, en polyculture élevage et en système agroécologique où il n'y aurait pas de labour. Donc ça permet de stocker à peu près un demi-point, un demi% de carbone dans le sol tous les ans. Sur 5 milliards d'hectares, si je ne me trompe, de terres arables dans le monde, on peut faire le calcul. On arrive à effacer 30 gigatonnes de carbone tous les ans. Ça correspond à peu près à nos émissions carbonées issues de combustion fossile. C'est
une option absolument énorme. On commence à rémunérer les agriculteurs pour ça, pour ceux qui s'inscrivent à ces programmes-là. Donc là, cette année-ci, j'ai stocké 72 tonnes de carbone. L'année passée aussi, 76. Donc on vous calcule tout ce que vous faites. Et le programme Sol Carbone, hélas, ne tient pas en compte le stockage des prairies. Donc quand je dis qu'officiellement j'ai stocké 70 tonnes de carbone, c'est sans doute au moins 2 fois ou 3 fois plus à cause du système prairial. Leur manière de calculer ne le permet pas encore de le dire avec certitude. Qu'on comprenne bien, parce que je pensais que justement, on comptait justement ta prairie stockée. Et tu dis que non, c'est sans compter les prairies, c'est-à-dire eux, dans leur calcul, ils comptent les pratiques culturales des zones cultivées. Mais ce qui est stocké dans ce qui reste en prairie, ils n'en tiennent pas compte pour le moment. Quand tu dis les parcelles cultivées, est-ce que tu parles que de ton maïs, ton blé, ton orge? Voilà. Ou est-ce que tu parles de ton enrubanné là? Non, je parle de mon maïs, mon blé, mon orge, ce qui est cultivé. D'accord. Eux arrivent à calculer sur une culture ce qui est stocké en carbone, en fonction des pratiques. Apparemment, ils n'arrivent pas à le calculer avec précision sur une prairie, où ce n'est pas certifiable. Et donc là, comme ils vendent ces crédits-là, mais en pratique, le stockage dans une prairie est bien plus important que sur une zone cultivée. D'autant plus que, pour aller dans ton sens, quelqu'un qui ferait de l'élevage, justement, bon, c'est ton cas aussi, tu me diras, mais sur une prairie, eh bien finalement, on transforme ce carbone de l'atmosphère donc en herbe, et cette herbe ensuite est mangée par des animaux qui transforment ce carbone en protéines. Et après, nous, on mange cette protéine. Oui. Bah donc du coup, là, on pourrait dire qu'en élevage aussi, donc on stocke du carbone via la prairie comme ça. Non, ce n'est pas une manière de stocker du carbone, ce n'est pas via la viande, non. C'est la cellulose qui contient beaucoup de carbone et qui va former l'humus du sol. Et c'est dans le sol, dans l'humus du sol, qu'on va retrouver la matière organique et un taux de carbone qui va s'élever. Moi, je pars d'un taux catastrophique, puisqu'on était en culture chimique intensive. Et là, donc, j'étais à 1% de matière organique, 1,5. Et là, je remonte 2, 2,5. Et chaque année, je vais gagner un demi-point, hein, j'espère. Et donc, je fais des analyses de sol tous les 2 ans. Ça coûte cher, hein, donc, pour voir si effectivement ça remonte. Et c'est le cas. Enfin, je mets un coup de bêche dans mon sol, je le vois que ça remonte. Hein. On voit des horizons, on voit de l'humus qui apparaît, on voit des choses. Hein. C'est visible à l'œil nu qu'on stocke du carbone. Comment ils arrivent à calculer ça, puisque ton système, pour monter ton taux de carbone dans le sol, il faut qu'il y ait une prairie avant, ensuite que tu aies cultivé. Oui. Donc à partir de quoi ils calculent ce carbone stocké? Juste avec le taux de matière organique qui augmente, mais tu dis qu'ils le prennent que sur les passages cultivés. Oui, ils ne le calculent pas avec le taux de matière organique qui augmente, ils calculent avec les intrants que tu as mis au niveau fertilisation. Et comme c'est de la fertilisation organique, ils regardent combien de tonnes à l'hectare tu as mis de fumure, par exemple. Ils vont regarder les résidus, ce que tu en fais, les résidus de culture. Est-ce qu'ils sont enfouis, est-ce qu'ils sont exportés, est-ce qu'ils sont, tu vois. Il y en a qui exportent systématiquement la paille de leur blé. C'est catastrophique parce qu'ils laissent rien au sol, tu vois. Ici, il n'y a rien d'exporté. Donc si on fait un blé, la paille, elle reste, elle est redonnée au sol en nourriture. Et donc ils calculent tout ça, ils voient le travail que tu as fait. Bon, si tu fais un labour, tu es en négatif, parce que là, tu vas tout réoxygéner, tu vas foutre ton humus en l'air, et ton carbone, il est brûlé, il s'en va. Donc là, tu passes en négatif, tu ne vas pas stocker du carbone, tu en déstockes. Donc si tu n'as pas labouré, ils peuvent calculer à ce moment-là, avec tous les intrants que tu as mis, les cultures que tu as fait, la manière de gérer les résidus, le carbone que tu as stocké effectivement. Et ce qu'ils n'arrivent pas à calculer de manière certifiable, c'est le carbone que stocke une prairie. Parce que est-ce que c'est une prairie de luzerne? Les racines, elles descendent à combien? Est-ce qu'il a plu cette année-là? Pas plu, etc. Il y a trop de paramètres, à mon avis, pour qu'ils puissent calculer de façon certifiable ce qu'une prairie a donné en stockage de carbone. Et ce qui est clair, c'est qu'elle stocke du carbone, énormément. Là, il y aurait matière à faire. Il faudrait peut-être dans le programme qu'on puisse inclure des analyses de sol où on prouve que voilà, on stocke du carbone et qu'on calcule d'une année sur l'autre ou en année lissée, je ne sais pas. Mais les analyses de sol coûtent très très cher. Alors, il faudra en faire régulièrement, de manière également aussi, je dirais, certifiable. Tout ça, c'est pas évident à mettre en place. Il y a encore des choses à faire. Ben bon, ça avance. Mais là, c'est merveilleux de pouvoir stocker du carbone dans le sol, dans l'humus, dans la vie. Je reviens sur l'élevage parce que justement, moi j'avais une discussion avec un éleveur que j'étais allé voir justement et qui j'ai fait également une vidéo et que justement lui me disait que la prairie pâturée stockait du carbone. Est-ce que tu peux expliquer concrètement tout le cycle pour qu'on comprenne bien comment la prairie stocke du carbone? Parce qu'on dit que ça stocke du carbone, mais pour les gens c'est certainement vague. Comment une prairie stocke du carbone? C'est pas limpide, il y a du carbone là dans l'atmosphère, on comprend bien que la plante fait de la photosynthèse, mais après qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as des moutons qui broutent, que devient ce carbone? Il se volatilise?
La prairie stocke du carbone parce qu'elle grandit, hein, l'herbe grandit, elle pousse grâce au CO2, au dioxyde de carbone qu'il y a dans l'air, la photosynthèse, comme tu as dit, et donc cette plante grandit. Elle pousse ses racines dans le sol, elle grandit hors du sol. Elle est broutée par les animaux, donc qui eux-mêmes vont bénéficier des nutriments qu'il y a dans cette plante, vont recracher l'essentiel du carbone qui était dans la plante dans leurs excréments. Donc ces excréments retournent à la terre où ils vont former l'humus. Donc tout le carbone que la plante a stocké reste dans la prairie, sur la prairie. L'autre façon d'exploiter la prairie, c'est de faucher, de récupérer le foin, soit de le mettre en enrubanné, en ensilage, comme vous voyez ici, ou en foin sec qu'on donne aux animaux. Donc là, ils vont manger le foin qu'on leur a donné. De nouveau, le carbone qui était présent dans cette herbe va se retrouver dans les excréments, qui vont se retrouver dans le fumier, qui va être composté, qui va être rendu au sol. Donc de nouveau, ça va venir enrichir l'humus. Donc ça, c'est les deux manières où le carbone est stocké dans la prairie. Donc dans les racines, dans l'herbe qui pousse, qui est rendue au sol par les animaux directement quand ils pâturent, ou indirectement via le fumier quand on le ramène au niveau du sol. Et tout ça finit en enrichissement du sol et en humus et en taux de carbone qui augmente et qui est stocké de manière pérenne, à condition de ne jamais labourer le sol. Voilà. Et alors du coup, j'ai envie d'aller plus loin, Philippe. Est-ce que tu n'es pas en train de nous dire que si on voulait au bout de cette chaîne, il ne faudrait pas qu'on ait tous et toutes des toilettes sèches pour refaire exactement la même chose? Et là, on stockerait encore plus de carbone, non? Ah ben tout à fait, non, les toilettes sèches, nous on en a. C'est quelque chose de merveilleux, de satisfaisant, de pouvoir se dire, ben bon, c'est les excréments humains, on les remet au sol, on les rend au sol après 1 an à 2 de compostage, hein, on fait ça proprement. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'on a des concentrations urbaines et c'est pas très réaliste d'avoir son petit pot de toilettes sèches à descendre dans les escaliers de l'immeuble. Donc je vois pas trop comment ça pourrait se faire de manière simple dans des villes. Bah comme à l'ancienne, on balance par la fenêtre. Hein. Dans tout ce qui est campagne, oui, évidemment, ça devrait être un réflexe automatisé chez les gens. On s'embête un petit peu à faire son seau, mais au niveau économie d'eau, c'est extraordinaire. Et au niveau satisfaction aussi de pouvoir épandre cette matière qui est très très belle, hein, finalement. Tu nous as parlé tout à l'heure pendant l'entretien du GI2E. Tu pourrais nous en toucher 2 mots parce que moi je ne connaissais pas, donc tu m'en parles. Est-ce que tu es tout seul à faire ça dans ton coin? Est-ce que vous êtes plusieurs? C'est une secte? Qu'est-ce qui se passe? Non, un GI2E, c'est un groupement d'intérêts économiques et écologiques. Et on en a formé un. Ça permet de récupérer des financements pour faire certaines choses ciblées. Et grâce à l'ADEAR, qui est l'Association pour le développement de l'agriculture rurale, paysanne, on a mis en place un GI2E avec 15 autres agriculteurs, et le GI2E s'appelle Terre Vivante. Donc l'objectif, c'est d'apprendre et de s'approprier les techniques pour remettre de la vie dans le sol, donc remettre du carbone dans le sol. Donc on est là essentiellement des agriculteurs d'Eure-et-Loir. Hein. On a là-dedans des éleveurs, des polyculteurs éleveurs, des gens en grande culture pure, des maraîchers, en bio et aussi en agriculture classique. Donc on a un peu tout, mais l'objectif commun, c'est de remettre de la vie dans nos sols. Donc on explore le non-labour, évidemment, des rotations innovantes pour ça, aussi des ferments. On n'a pas parlé de ça, mais on peut mettre des ferments dans le sol pour booster et stimuler l'activité microbienne dans les sols. Donc on a eu toute une série de formations là-dessus, sur la vie du sol, les ferments notamment, et les manières de redynamiser la vie du sol. Ça passe aussi par l'agroforesterie, par la remise de haies dans les champs. Donc nous, on a remis 3,5 km de haies et ramener de la biodiversité au sein de nos fermes. Du coup, les gens peuvent vous rejoindre sur ce GI2E? Non, le GI2E, en fait, c'est fermé pour des périodes de 3 ans, si je ne me trompe pas. Donc on a 3 ans, on a un budget pour un certain nombre d'agriculteurs et un certain nombre d'actions. Donc c'est fléché pour ça. Et donc c'est de 3 ans en 3 ans. Oui, bien sûr, on peut nous rejoindre, mais il y a des portes d'entrée, des moments où on peut entrer. Puis ça reste quand même très régional, puisque là, on se connaît tous. Mais par contre, du coup, c'est un truc qu'on peut créer dans chaque région. Enfin, je veux dire, moi, je peux en créer un avec des agris de chez moi et tout ça? Complètement, oui. Mais il faut construire un programme. Hein. Tu ne reçois pas les sous comme ça, ça ne te tombe pas du ciel. Il faut construire un programme sérieux et documenté. Mais nous, ça nous a permis de nous former et de commencer à mener des actions dans nos fermes. Ok. On essaie d'aller voir Brenda pour faire une petite conclusion? On peut. On y va. Philippe et Brenda, merci déjà infiniment de nous avoir ouvert les portes des Gâtines Rouges. Pour commencer, c'est la fin de cette vidéo. J'aime toujours poser 2 questions. La première, c'est: y a-t-il un sujet que vous auriez aimé qu'on aborde ensemble dans la vidéo et qu'on n'a pas fait? La joie
l'émerveillement devant la nature. Donc ce travail qui certes a des difficultés, enfin, est lourd, contraignant, prend beaucoup le corps, mais apporte énormément de joie si on arrive à s'émerveiller. Et là, vous avez choisi un endroit justement où vous avez plein de fleurs, c'est sans fin. Dans les petites choses, dans les grandes choses, dans les perspectives, dans la vie, dans le temps qui passe. Et si on prend le temps de s'émerveiller, voilà. Donc dire à tout le monde, prenez le temps de vous émerveiller, la nature est belle, c'est un cadeau gratuit qui nous est fait à tous. Et donc profitons-en, ça donne une joie sans fin. Super. Est-ce qu'il y a un sujet toi que tu aurais aimé qu'on aborde, Philippe? Oh, oui, moi je suis entièrement d'accord avec l'émerveillement. C'est la base, je veux dire, du métier de paysan. Le paysan qui ne s'émerveille pas, ben, il va perdre contact très vite avec ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça que les machines nous coupent de l'émerveillement. Donc moins on en utilise, finalement, plus proche on reste de ce qu'on est en train de faire. C'est un ingénieur qui parle. Hein. Écoutez-le, il sait de quoi il parle. Non, mais il y a aussi une chose que j'aurais aimé dire, c'est un peu mon rapport d'étonnement. Parce que moi j'arrive de l'industrie dans le monde agricole. Je ne vous ai pas parlé de ça. Mon étonnement, il est presque de l'hallucination, quoi. Le paysan porte tous les risques majeurs pour toute la chaîne agroalimentaire. Ça se voit, mais dans aucun autre secteur, ça. Il porte d'abord le risque des aléas climatiques. Ça, il l'a toujours fait, c'est atavique, voilà. Mais c'est plein pot. Il y a des assurances, mais c'est très cher et puis ça ne rembourse jamais. Enfin bon. Les aléas climatiques, il le prend plein pot. Deuxièmement, et c'est un risque en augmentation énorme, c'est les aléas de marché. Le cours du blé qui fluctue, qui fait comme ci, comme ça. Il y a 2 ans, on était payé 500 € la tonne de blé bio. Aujourd'hui, c'est tombé à 200 et des vélos, quoi. Donc demain, je ne sais pas. Comment tu fais comment tu fais, tu vois? Tu n'as aucun contrôle là-dessus. Tu peux faire tous les tableurs que tu veux, tu ne contrôles pas. Ouais. Tu subis. Ensuite, il prend une grosse, enfin la plus grosse part de la pénibilité du boulot. Parce que je veux dire, l'opérateur qui va faire des petits lus à la chaîne, il fait ses 35 heures, il a fini une journée, son salaire tombe. L'agriculteur, c'est des journées de 10, 12 heures. Si tu as des animaux, c'est sans fin. Enfin, tu as la tête prise par ça. Et c'est pénible parce que tu prends dans le dos, tu prends dans les muscles, c'est très varié comme travail, mais au niveau pénibilité, c'est énorme. Hein. Tu as le risque des investissements. Il faut quand même voir que c'est hallucinant. Tu as vu un peu de notre équipement, mais tu ajoutes à ça une moissonneuse-batteuse, des semoirs un peu sophistiqués, tu arrives à des sommes hallucinantes. Tout ça sur la tête d'entreprise familiale. Si tu as des salles de traite automatiques, il y a des gens qui ont des équipements, mais c'est dingue. Et en fonction des filières, ça va de 30 à 50% de tous les investissements nécessaires pour que tu aies une calorie dans ton assiette. C'est vrai que ça, je me permets d'en parler parce que j'avais la discussion ce matin avec Brice. Je disais, parce que Brice, par exemple, il fait des... Et c'est très bien, il faut le faire. Il fait des formations à l'entreprise, fresque du climat, fresque tout ça. Et lui, pour monter son entreprise, bah, il allait sur monter un site auto-entrepreneur. Voilà, c'est son investissement. Et il travaille et il gagne sa vie comme ça. Dans le monde agricole, ça peut arriver, tu l'as pas dit, mais ça peut dépasser le 1 million d'euros facile. Ah ben facile. Facile. T'ajoutes à ça, si tu veux acheter des terres qui deviennent de plus en plus hors de prix, et, enfin, tu immobilises un capital hallucinant pour des revenus complètement aléatoires. Je veux dire, ça devient débile de faire ça, tu vois. Et alors, cerise sur le gâteau, c'est un métier subventionné. Je veux dire, on ajoute l'humiliation à tout ça. Donc pour maintenir le nez hors de l'eau. Donc tu ne peux pas être un chef d'entreprise. En fait, l'agriculteur aujourd'hui, c'est un salarié bas de gamme de toute la chaîne agroalimentaire. Il ne s'en rend pas compte. C'est le cerf du Moyen-Âge. Et quand on regarde comment on nous parle des cerfs du Moyen-Âge, ce n'est pas avec énormément de respect. Et on dit que les seigneurs étaient des esclavagistes, etc. Mais là, c'est un système mondialisé qui est devenu un peu esclavagiste. Je trouve qu'il faudrait réfléchir sur un transfert de risques entre le paysan et toute la chaîne agro-industrielle. Déjà, ne fût-ce qu'au niveau des investissements, il n'est pas normal que ça repose entièrement sur les épaules des agriculteurs. Et puis au niveau des systèmes de rémunération, de subvention, bon, il y a une subvention spéciale pour le bio, la conversion. Là, on supprime l'aide au maintien. Si en même temps les prix s'écroulent, je veux dire, on va avoir des déconversions là de bio. Ah bah, mais ça a commencé, il y en a plein, Je te parlais du stockage du carbone, mais on n'est pas rémunéré pour ça. La déclaration PAC, on s'en fout que tu laboures ou que tu laboures pas. Attends, c'est 50% de la biodiversité mondiale est sous nos pieds, dans le sol.
Et là, le respect de ça, on n'en parle pas, même les écologistes, personne ne parle de ça. Les agriculteurs qui ne labourent pas, qui sont en conversion des sols, qui est la porte d'entrée pour changer l'agriculture au niveau mondial, c'est la porte d'entrée, la conservation des sols. Et aucune rémunération, aucun encouragement. Je veux dire, les gens ne savent même pas ce que c'est. C'est pas normal, ça, tu vois. Encouragez-les dans les commentaires. Mettez des encouragements. C'est important, tu as raison. On arrive à la dernière question. Même si Brenda, je pense que tu vas vouloir paraphraser, ou alors je me trompe. La dernière question, c'est avez-vous un conseil à donner pour les gens qui veulent se lancer dans le monde agricole? Parce que l'émerveillement, je trouvais que c'était un très bon conseil déjà. Oui. Mais si tu en as d'autres, n'hésite pas. Oui. Moi, je dis prudence. Oui. Prudence, prudence. La terre est vraiment basse. Surtout, faites gaffe au niveau investissement. Et testez-vous. Il faut se tester. Mais vraiment, pendant 1 an ou 2, parce que c'est des métiers durs. Nous, on a commencé sur le tard. Voilà, on a fait même pas 10 ans, en n'étant pas du milieu. Mais bon, mais même un jeune, il faut se tester parce que physiquement, c'est très, très exigeant. Si on n'a pas essayé bien, pour être sûr que ça fonctionne, on peut aller dans le mur. Brenda? Oui, je dirais aussi faire attention que ça ne soit pas un rêve désincarné et qui, quand il s'incarne, tout d'un coup, on se dit « ouïe, 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 ça ne me convient pas ». On a accueilli énormément de woofers et on a vu justement ce rêve pour beaucoup, mais qui viennent zapper. Ils viennent prendre une semaine ici, une semaine là, ils se disent « ça y est, je connais, j'aime, c'est bon, c'est mon avenir ». C'est pas en une semaine que l'on va vraiment comprendre les changements radicaux que ça implique dans sa vie, parce que c'est vraiment des changements radicaux. Quand on nous demande, quand on rentre à Paris et qu'on nous demande « alors, ça marche la ferme ?» C'est quoi vos critères? Bah, ça rapporte combien? Ah bah non, non, ça je suis désolé, c'est pas les critères là. Ça me rapporte de la joie, ça rapporte de la paix, c'est des paysages merveilleux, c'est le temps qui passe et qui nous nourrit, c'est d'autres choses, c'est la biodiversité que l'on a mis ici, et il y en a énormément, la vie qui revient, voilà, c'est tout ça. C'est d'autres critères qu'il faut avoir. Si on reste dans les mêmes critères que la ville et que le système consumériste que l'on a, on ne va pas trouver sa place. Et du coup, ce changement est important. Et est-ce qu'on est vraiment prêt à le faire? C'est la question qu'il faut vraiment se poser parce qu'on a été habitué à ces vacances, on a été habitué à voyager, on a été habitué à beaucoup de choses qui sont comme des dus. Je travaille donc j'ai droit. Là, c'est autre chose. Formidable. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. On peut dire au revoir aux gens de YouTube qui nous ont regardés jusque-là. Au revoir. Salut les gens. Salut les gars. À bientôt.